Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette 6e émission de Quoi de neuf, docteur, le premier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire puisqu'aujourd'hui on parle d'amour. Merci d'avoir été si nombreux à avoir écouté les 5 premiers épisodes. Avant de commencer avec nos 2 invités, nous vous recommandons de vous abonner sur Spotify, Deezer ou sur les autres plateformes numériques. Quoi de neuf, docteur cherche à valoriser des parcours de docteurs, de doctorants, de doctorantes, de passionnés, passionnants qui souhaitent vivre, parler de leur vie, plutôt pas du tout vivre, de leurs recherches mais de manière différente. Et comme disait l'auteur Roche Carrière, les seules belles histoires d'amour sont les vraies et les histoires vraies sont banales. Car si aujourd'hui on fait une émission spéciale Saint-Valentin, on vous propose plutôt de parler de banalité de l'histoire avec nos 2 invités. Car pour s'intéresser à l'histoire, il faut assumer sa banalité, son quotidien, le fait qu'elle ne soit ni spectaculaire ni resplendissante. Car l'histoire, c'est aussi l'histoire de gens banals. Des événements simples, sans spectacle ni cérémonie, le quotidien doit être étudié avec le même sérieux que l'exceptionnel. Sinon nous ne ferions qu'une étude partielle de notre sujet. Banalisons donc l'histoire avec des gens banals. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Pour m'accompagner, je n'ai pas choisi le plus banal, car sa carrière professionnelle et la rencontre entre Jean-Michel Blanquer et Jeanne d'Arc, c'est Pierre Suer. Salut Pierre, comment ça va ? Ça va et toi ? La forme ? Et ça va, la forme. J'essaie de lire mes notes, des fois c'est un peu compliqué, je lis une ligne d'après, mais tout va bien. Première invitée, si c'était un film, elle serait réalisée par Alexandre Astier. Un tatouage, ça serait Bob l'éponge autour d'une table ronde. Et un jeu de société, le Monopoly, car sans nul doute, c'est une des plus grandes spéculatrices qu'on reçoit. Elle est toute récente docteur après avoir soutenu sa thèse en langue, littérature et civilisation. La thèse ayant pour titre « Faire la réputation dans la romance populaire Moyen-Âge », se définir et être définie entre des personnes. Je ne le dirai pas en anglais, c'est Aude Martin. Hello Aude, what's up? Good, how are you? Bonjour, je suis très contente d'être là. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je n'en dirai pas plus en anglais. Je vais te laisser continuer en anglais, ce sera très bien. Oui. La prochaine, je vais pas le faire en anglais parce qu'il ne me comprendrait pas. Il est le plus charismatique d'entre nous. Ayant été le vice-président fondateur d'Histoire d'en parler, il avait commencé une thèse en histoire moderne sur le clergé de Cours en Lorraine. 17e, 18e siècle. Il vous propose aujourd'hui de changer votre chambre à air ou de vous parler de l'équipe écossaise de rugby, dotée d'une moustache digne d'un élève de 5e B et d'une coiffure digne de Patrick résident à l'EHPAD des Cygnes. C'est Maxime Vachaud. Bonjour monsieur le vice-président, comment vous portez-vous ? Bonjour monsieur Pierre, je me porte très bien, merci beaucoup. Et en tout cas on est très content de vous recevoir. Je vous propose qu'on commence doucement à entrer dans Quoi de neuf, docteur. Déjà, est-ce que vous vous connaissez ? Non, vraiment. Je l'ai croisée ce matin. Et je me suis dit, je vais la suivre. Non, c'est un peu gringe, mais... Ouais, ça va être non, ouais, c'est très inquiétant, Donc, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On se connaît un petit peu, oui. On partage un appartement accessoirement. D'accord, très bien. Alors, entre Jean-Claude Sommier et la table ronde, il y a quelques points communs, mais surtout des différences. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre l'apéritif, mais nous, à chaque début, on offre un cocktail fait maison. Aujourd'hui, c'est Pierre qui s'y colle avec son mixeur. Alors, Aude Martin, Maxime Vachaud, tout d'abord, donc je ne sais pas si vous vous connaissez l'un et l'autre, j'ai pas très bien compris la réponse, mais sachez que vos parcours et vos centres d'intérêt respectifs sont très proches l'un de l'autre. Et pourtant, sur le papier, tout semble vous opposer. On a l'impression que les thèmes sont très éloignés, mais je ne cesse de vous trouver des points communs. Pour vous présenter donc Aude, pour aller un peu plus dans le détail de la présentation, tu viens de soutenir ta thèse sur la réputation dans la romance arthurienne moyenne anglaise, en co-tutelle entre l'université de Lorraine et celle de Bangor au Pays de Galles, sur Sir Perceval of Gales and Sir Tristram de la littérature médiévale britannique donc. Et Maxime, tu es plutôt France que Galles, ou Écosse donc si on parle de rugby. Tu as fait tes études d'histoire, centrant tes recherches sur la période moderne et sur le clergé dans le diocèse de Toul au fur et à mesure du temps, avant de devenir expert en rugby, donc plutôt Toulouse ou Toulon que Toul, rugby donc, mais surtout expert en vélo depuis 5 ans. Rien de très surprenant après avoir fait tes recherches sous la direction de Laurent Jalabert, numéro 1 mondial de l'histoire moderne à l'université de Lorraine. Aucun lien avec Laurent Jalabert, le professeur en histoire contemporaine à l'université de Pau, qui lui vient de publier une nouvelle histoire du Béarn et un ouvrage sur les liquoreux d'Aquitaine, dans lequel il questionne la réputation de ces vins blancs du Sud-Ouest, la réputation qui est donc une notion centrale dans la thèse de Aude. Laurent Jalabert, celui de Nancy, toujours, il sera dans nos cœurs le premier président d'honneur de l'association Histoire d'en parler, une association que tu as fondée en 2017, Maxime, avec un certain Pierre présent autour de cette table, et qui n'est pas moi, une association dont Aude, tu as été une secrétaire énergique et pleine d'idées, mais ça serait peut-être un peu facile pour moi de dire à quel point les membres de l'association dont je suis le président sont géniaux. Donc revenons à notre cocktail de manière plus subtile, et repartons de vos sujets de recherche. Maxime, tu t'étais intéressé à l'itinéraire d'un certain Jean-Claude Sommier, qui ne raconte pas des histoires à dormir debout, Jean-Claude Sommier, mais
un curé vosgien et introducteur de l'imprimerie à Champ-le-Duc, qui est devenu un important prélat entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Tu t'es certainement intéressé à ses écrits, notamment son histoire dogmatique de la religion, prouvée par l'autorité divine et humaine et par les lumières de la raison, rien que ça, dans laquelle il étudie le péché originel et ses conséquences. Et quelles conséquences ? En effet, le rachat par Jésus de la désobéissance d'Adam et Ève a profondément contrarié les diables qui mettent au monde un personnage destiné à combattre l'œuvre du Sauveur, un certain Merlin. Merlin, dans cette lutte féroce entre les forces du mal et du bien, choisit le camp de Dieu et il va se mettre en quête d'un roi blessé qui est le dernier d'une lignée chargée de veiller sur le Saint Graal, celui qu'on connaît sous le nom de roi pécheur ou de roi pêcheur. Mais c'est un jeu de mots qui marche uniquement en français et pas trop en vieil anglais. Merlin va donc favoriser l'élection sur le trône de Bretagne d'un certain Arthur qui s'entoure de plusieurs compagnons, les principaux James Perceval, Tristan Tedder, les deux personnages centraux de la thèse d'Aude, sans oublier Galahad Cudenek, Lancelot Luto, Vincent Gauvin et j'ai Yvain Reillac aussi, pour former une association, les Chevaliers de la Table Ovale, bien sûr. Et oui, puisque tous les personnages que je viens de citer sont des rugbyman de haut niveau. Et donc, pour Arthur, je sais pas si tu as quelqu'un, Maxime, avec le nom d'Arthur, un rugbyman qui s'appelle Arthur. Pas du tout, j'ai rien qui me vient en tête. International français. Ouais, moi j'en ai 4. Des internationaux français rugbyman. Français. Et ouais, et encore en activité même. Arthur Dupont. Arthur Dupont. Arthur Ntamak. Arthur Vincent, Arthur Retière, Arthur Gomez, Arthur Ituria comme prétendant parmi les internationaux français. ASM. Clin d'œil à mon beau-frère. Voilà, bon, j'espère vous avoir convaincu de la proximité entre vous deux, Aude et Maxime. Et ce n'est pas fini parce que, en poursuivant mes recherches, j'ai découvert que vous habitiez effectivement tous les deux au même étage du même numéro, de la même rue, de la même ville. Donc c'est quand même incroyable. Je vais m'arrêter là pour ce cocktail parce que niveau rapprochement et coïncidence entre vous, j'ai de quoi écrire un nouveau cycle de la matière de Bretagne. Un cycle, vous l'avez ? Je l'ai. Voilà, c'est pas mal. J'en connais un rayon. Quel tour de force. Quel tour de force. Quel tour de France. Merveilleux. Merci Pierre pour ce cocktail. Il vous a plu ce cocktail ? Il est très très bien ce cocktail. Très fort, ouais. hein, c'est incroyable. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Je vous propose qu'on plonge tout de suite dans ce nouvel épisode de Quoi de neuf, docteur avec Aude Martin et Maxime Vachaud. Et pour vous mettre à l'aise, on vous propose une petite mise en bouche. C'est une nouveauté. C'est la deuxième fois qu'on le fait. C'est une chronique qui est très simple. On va vous poser 5 questions type Bernard Pivot qui ne peuvent pas vous laisser indifférent. L'idée, c'est de ne pas réfléchir. Vous répondez au tac au tac. Allez. Et on en parle après. Les questions sont parfois un petit peu farfelues. Est-ce que vous êtes prêts pour cette mise en bouche ? Bien sûr. Alors, quel est votre mot préféré ? Chaussette. Barricade. Si tu étais une pizza, laquelle tu serais ? 4 fromages. Oh. Un homme ou une femme de votre recherche pour illustrer un nouveau billet de banque ? Michel Pastoureau. Jean-Claude Sommier. Tout simplement. Qu'est-ce qui te motive, te donne de la force ? Le chocolat. Le sport. Dernière question, laissez-moi aller jusqu'au bout parce qu'elle est très particulière. Si tu étais un animal mais un peu mutant, quel serait ton cobo improbable, genre kangourou lama ? Ou kangourou Serge Lama. Une loutre crocodile. J'aurais dit baleine singe. Vraiment. Ah ouais. Alors pourquoi le mot chaussette ? Bah, j'adore les chaussettes. Ah d'accord. Ouais. C'est pratique, il y a un effet pratique. Il faut en porter quand tu mets des chaussures. Ouais, non mais ouais, il y a quelque chose en de tout très cas, pratique. dans notre région, c'est assez conseillé. Quoi. Oui. Enfin, surtout Pas avec en ce des moment. tongs, par contre, c'est pas recommandé. Sauf si t'es allemand. C'est plus les sandales. Les sandales ? Ouais. Alors Michel Pastoureau, tu peux rappeler qui est Michel Pastoureau ? Michel Pastoureau est un chercheur, il a un ponte de la recherche médiévale et de la littérature médiévale francophone, mais pas seulement, que j'encourage tout le monde à lire absolument, qui fait pas partie de ma C'est recherche un ouvrage par précise, hasard. d'ailleurs. Tous les ouvrages sur l'étude des couleurs, dont il me semble le dernier paru est le blanc et le dernier à paraître est le rose, mais il y a toutes les couleurs avant, le bleu, le rouge, le jaune. Et en fait, vice versa. il en fait vraiment Exact. l'histoire de cette notion d'une couleur. Les couleurs sont pas neutres. En fait, elles sont situées socialement. Oui, exactement. Et le bleu a pas toujours été une couleur masculine. L'inverse, le rose a pas toujours été une couleur féminine. C'est des constructions sociales qui évoluent avec le temps, quoi. Enfin, Exactement, tout à fait. et c'est une approche qui est vraiment très novatrice, qui est sur les représentations, sur l'approche, l'histoire culturelle. Donc c'est Michel Pastoureau. À travers les couleurs, oui. Ouais. Et qui est ce Jean-Claude Sommier alors du coup ? Jean-Claude Sommier, donc c'était très bien présenté par Pierre, assis à ma droite. C'était un religieux qui vient de Franche-Comté, qui est arrivé en Lorraine par l'intermédiaire d'une tante,
D'une tante une tante canadienne. quechua. Ah, Ouais. ok. Ouais. Et du coup, il est arrivé un peu dans les petits papiers des ducs, etc. Et il est devenu ce qu'on appelle un prélat en Lorraine. Un personnage Au assez 18e important et qui se fait nommer archevêque de Césarée aussi. Exactement. en Ouais, Judée. ouais. Il sait Ouais, tout. c'est ça. Il sait tout, il peut Archevêque, répondre à tout. C'est magnifique. Forcément, pour préparer le cocktail, j'ai pris du temps sur la page Wikipédia de Et je Jean-Claude pense Sommier. que tu as même lu les livres J'ai que je n'ai lu pas lu. Pas mal du Ouais, Jean-Claude peut-être, Sommier. ouais. Ouais. C'est Pour possible. trouver les petites références qui vont bien, quoi. Le 4 fromages. Ah bah, Bah, fromage. la 4 fromage. Ouais. Et il y en a une très bonne au Grizzly de Gérard May. Ouais. Vraiment. Mais la 4 Les fromage. vaches tomates. Hein. Quel fromage? Munster, Oui. Chèvre gorgonzola. et mozza. Très bien. Allez. C'est pas Ça mal. va être quatre fromages. Et puis autre chose, je sais plus, il y avait des réponses. Bon, Sur il y avait les le animaux, sport aussi. Les animaux croisés, là, c'était un peu improbable. L'outre crocodile, ouais. Pourquoi? Ben, la Floride. Pourquoi la Floride, du coup? Je sais pas. Mais c'est ce qui ça vient en n'a pas- premier. C'est Ouais. vraiment, tu te sens Floride, quoi. Ouais, c'est ça, je me sens floridien Est-ce qu'on a quelque chose en nous de Floride? Mais on a Ah. tous quelque chose en nous. de Tennessee. J'aurais dit de Lorraine, moi. Mais C'était la référence, mais... Quelle histoire, ça aussi. Merci pour cette petite mise en bouche. Nous sommes toujours donc sur Code 9 Docteur avec Aude Martin et Maxime Vachot. Je vous propose qu'on commence avec notre jeu des tournées historiques. Oula. Il y a un jeu de mots. Je sais pas si vous l'avez. Jeu détourné. C'est un jeu avec des tournées. L'idée est C'est un jeu qui peut simple. se faire détourner. Je vous pose une question, somme toute assez ouverte sur un fun fact. Pour la trouver, vous pouvez poser des questions et je peux vous donner quelques indices ou pas. Vous pouvez jouer chez vous aussi. Pour information, Pierre n'a pas les réponses. À vos marques, prêts, partez. Première question. Randall Colomwani. Qui est Marijuana, Pepsi, Van Dyck? Van Dyck, Sans doute Van un Dyke. Sud-africain. Quoi? Une? Ouais. Van Une personne Dyke, Van sud-africaine. Dyke, ouais. C'est une femme. C'est une femme, on est d'accord, C'est une merci. femme. Mais elle ne vient pas d'Afrique du Sud. Néerlandais. Donc plutôt. sans doute. Pas de néerlandaise. T'as dit Pepsi dans son nom? C'est moi qui- Elle est Pepsi. Marijuana, Marijuana. Pepsi, Van Dyck. Oh là là là, ça fait beaucoup trop d'informations dans un seul nom. Une personne américaine, C'est d'une personne américaine, états-unienne, quoi. états-unienne. Du XXe siècle. Oh, elle est contemporaine. Hein. Ah oui, oh là, Peut-être parfait. qu'elle nous écoute. Ah bah, on la salue. on l'embrasse, on l'embrasse, tout à fait. C'est une personne qui est vivante et qui a choisi de mettre Pepsi dans son nom pour... Elle n'a Être pas choisi. sponsorisée. Mais en effet, il y a un lien avec son nom. Elle est fan. Elle a pas choisi. Oh la Elle est pauvre. descendante du fondateur de Non. Pepsi. de marijuana. De marijuana. Non, bah elle est... Est-ce qu'elle a fait des choses importantes dans une carrière politique ou dans une Pas du carrière- tout. Elle s'est fait nommer comme ça par ses parents. Elle s'est fait nommer comme ça par ses parents. Ouais. Est-ce que tu as cherché sur internet personne lambda et t'es tombé sur cette personne? Pas du tout. Non, Ouais, elle a non, quand même fait des c'est- trucs, c'est- hein. elle a fait un truc. C'est- Elle a fait un truc. Ah oui, c'est pas juste son nom qui est Ouais. spécial. C'est Ouais. elle a Est-ce que une tu peux action. nous rappeler son nom? Marijuana, Pepsi, Van Dyck. Van Dyck. Et ça sera le titre de cet épisode. C'est le fun fact préféré que j'ai cette année. Ah, ok. Ah ouais, c'est On est celui-là. sur celui-là. Ah, donc, Ça a l'air incroyable. Ouais. Ah, mais vous allez voir, c'est incroyable. Non, puisque c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une histoire à tiroir. Tu vois, c'est les parents Alors. déjà l'appellent comme ça. Ensuite, elle fait quelque chose d'incroyable. Non, mais alors, Ensuite, la ouais. chose qu'elle fait d'incroyable a un lien avec son nom de famille. Elle va voir Van la Dyck. boîte Pepsi pour dire je Pas suis. du tout. Pas du tout. elle- Qu'est-ce que vous pensez de ce nom-là? C'est une contrefaçon. Bah, Enfin, c'est faux. C'est une contrepétrie. Non, non, c'est son vrai nom. Marici. Mais du coup, est-ce que vous auriez aimé vous appeler Marijuana Pepsi? Ah ben, Pas du, tellement. Du coup, non. Ça peut être funky. Ah, elle a demandé un changement d'état civil. L'inverse. Elle a, Enfin, l'inverse, non, Elle pas a du tout. choisi ce prénom. Elle est très fière de ce nom-là. ok. Elle l'a fait homologuer au Guinness Book Elle a des déposé un records. brevet. On peut pas déposer un brevet de nom. Non, non, mais elle a fait quelque chose qui est en lien avec notre émission, quand même, à un moment donné. Ah bah oui, à un moment donné, Ah, c'est Elle a vrai. fait un Ah. podcast. C'est vrai que cette émission s'appelle Code 9 Podcast. Exactement. Ah, elle est docteur, elle est docteur. Elle a fait une thèse sur quoi? Sur l'un ou sur l'autre? Sur l'utilisation de la marijuana Pas du par... Non, pas du tout. Rien à voir avec son prénom. Ah si, il y a à voir avec Elle son a fait prénom. une thèse sur le Pepsi. Sur le Pepsi. Non. Sur Non, c'est plus simple que ça. Hein. Elle a fait une thèse sur l'origine de son nom. Sur Vous y êtes presque. Une thèse en généalogie. thèse généalogique, ouais. Je sais pas sur quel sujet, par contre. Ah, en éducation. en éducation. Je vous la donne. Utilisation de la Vous y êtes, marijuana hein. sur la les enfants. filiation. Donc, et sur, je vous la donne. les patronymes. À 46 ans, Marijuana Pepsi Van Dyck vient d'obtenir un doctorat sur un sujet qu'elle connaît intimement.
Le sujet étant l'impact des prénoms dans le cadre scolaire. Mais oui, Ok. évidemment. Pas mal. Son Évidemment. histoire était déjà devenue virale en 2009 lorsqu'elle avait obtenu un master en éducation et expliquait à la presse qu'elle avait toujours refusé de changer de nom, ou d'utiliser un surnom comme Marie. Elle pense que son prénom dur à porter lui a permis de développer une certaine force de caractère. Ah bah, oui. C'est vrai que Van Tu Dyke, c'est m'étonnes. pas facile à porter. Ouais. Van Dyke, oui. Mais pas en lien avec le footballeur. Aucun lien. Ou avec Rugbyman aussi, Van Ouais, il Dyke. y en a une paire, c'est pour ça. ouais. Sud-Africain. Afrique du Sud, Ouais. ouais, on est d'accord. Ça sent le pipeau, ton histoire. Le pipeau. Et du coup, ma question est la suivante. Des fois, les questions d'ouverture ont un lien avec le fun fact. Ce n'est pas le cas. De moins en moins. Est-ce que vous êtes fier de votre prénom? Vraiment de moins en moins. C'est vraiment quelque chose qui montre le manque de sérieux qu'on a. Donc ma question est comment on se sent après avoir arrêté sa thèse ou fini sa thèse, puisque je le rappelle, donc Aude est devenue docteur en novembre 2024 et toi Maxime tu n'as pas été au bout de ta thèse. Effectivement, ouais. Et justement ce qui peut être intéressant c'est que certains auditeurs peut-être se demandent est-ce que je vais au bout, etc. Donc c'est aussi intéressant d'avoir ton point de vue de comment on se sent une fois qu'on a arrêté. Bah, au début, on se sent un peu bête parce qu'on se dit mince, j'ai arrêté au bout de la 3e année. Enfin ouais, c'est ça. Donc on se sent un peu bête de se dire bon bah j'ai passé 3 ans à faire ça et puis est-ce que je continue pas. C'était vraiment compliqué. C'était beaucoup de réflexion, hein, ça m'a 2 bons mois de réflexion. Et c'était quoi un peu les arguments de pourquoi les plus pourquoi je veux continuer, les moins de pourquoi. Alors pourquoi je veux continuer, parce que c'est cool, hein, c'était toujours cool de faire de la recherche, etc. en histoire, c'est une de mes passions premières. Après pourquoi est-ce que c'était pas cool, j'étais pas financé pour ma thèse, donc je travaillais à côté et j'arrivais pas à lier les deux, boulot plus boulot, thèse à côté, c'était très compliqué. Donc j'avais plus de temps dégagé pour moi et j'ai dû faire un choix. Ouais. Ok. Moi, je me Donc, souviens on même s'embête. d'une autre raison que tu avais mentionnée. Mais je sais pas si j'ai le droit de la dire, du coup, vu que tu la mentionnes Mais je pas. t'en prie. mettre un bip Comment après. la connais-tu? Comment Si c'est toi qui m'en parles, je connais forcément. Parce que vous habitez Au même endroit, au c'est même fou. étage et Ouais. Donc quand il réfléchit, je l'entends. Et ça me permet donc... Non, mais tu avais aussi mentionné le fait que non seulement tu pouvais plus dégager trop de temps pour toi, mais aussi que c'était ta passion et que ça te Effectivement, oui. gâchait un petit peu. On va y revenir La sur le passion. thème des passions. Ouais. N'allez pas trop loin. Pardon, je suis j'anticipe. frustrant, je sais, mais Les passions rouges? Les passions rouges. Et du coup, ouais, non, mais c'est la question que tu disais, c'est à un moment il y a un arbitrage qui se fait, et tu te dis bah ouais, je fais un peu un tableau plus moins, Ouais, c'est ça. et là je vois plus de moins. Et que de plus. c'était ça, ouais. Donc après, j'ai bien évidemment contacté mon directeur de recherche. Il était très compréhensif. Donc il n'y a pas eu de problème avec lui. Et puis de toute façon, le sujet de thèse m'appartient. Donc si un jour j'ai envie de la reprendre, je peux. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à soutenir Aude? Alors moi du coup à l'opposé de Maxime, j'ai eu des conditions C'était une blague, hein, je sais pas si t'as vu, mais vas-y. Bah moi je suis très sérieux, je suis très lancée. C'était quoi la blague? Elle a pas C'est compris. grave. Non. Mais rigoler. Ça sera pour Non, les non. auditeurs. Ce sera pour les auditeurs. Non, je suis passée à côté. Non, moi, j'ai pas eu les mêmes conditions de travail que lui parce que j'ai obtenu un contrat doctoral, donc j'étais financée pour faire la thèse, ce qui offre un luxe de travail assez évident. Et donc voilà, l'objectif de faire la thèse, c'était de pouvoir travailler dans le supérieur. Donc enfin, c'est plus dans ma tête, c'était plus une étape professionnelle dans tous les cas que vraiment. Peut-être pour situer, ça a duré combien de temps ta thèse au Oui. total, du début à la fin? Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans sur la thèse, après avoir fait le master. Ok. Et donc, c'est 3 ans de contrat doctoral, plus 1 an... Un an libre. quoi. ouais, enfin, voilà, Hors contrat, quoi. à mes frais. Et comment on se sent justement après sa thèse là? Ça fait quelques mois. Ça fait quelques semaines. Ça fait quelques semaines. Ça fait 4 semaines. On se sent très bien. Alors pour information, on enregistre le 1er décembre, il sera diffusé en février, on le rappelle. C'est vrai. Elle n'a pas compris. Mais non, c'est vrai. Mais on se sent quand même très bien, tout à fait. C'est vrai. On se sent beaucoup plus Il y a un poids qui... libéré dans la ouais. tête. Il y a un poids qui s'en va. Est-ce qu'on peut dire libéré, délivré? On peut dire libéré. Tu délivré. mentiras plus jamais. Absolument. Et on Absolument. écoute ça tout de suite. Non, pas Ça, c'est pour les L'hiver enfants. tout ça, ouais. s'installe doucement dans la nuit. Ouais. Ah mais tu connais en plus. Bah oui, Bien Je crois que j'ai jamais vu des dessins animés. J'ai une nièce et c'est très chouette, mais c'est pas du tout le sujet. Mais... C'est plutôt bien. On peut passer à ce sujet sans problème. Je le connais pas non plus, mais je peux en entendre parler pendant 2 heures. Ils ont inventé. Mais les parents qui écoutent cette émission seraient peut-être pas d'accord sur le fait que la chanson, enfin, elle est bien quand même, mais Qu'elles reviennent, Et tu quand veux elle- dire. ouais, c'est un peu insistant, quoi. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Du coup, ma question c'est est-ce qu'on en a marre de son sujet à la fin quand on arrête? Alors, Oh. peut-être vous avez une vision assez différente Ouais, sur c'est votre ça, sujet, ouais. mais
Bah moi je dirais non parce que comme je suis pas allé au bout, j'en ai pas eu marre, on va dire. T'as pas eu le temps d'en avoir Mais je marre. sais pas si j'en aurais eu marre. Oui, c'est pas par lassitude du sujet, c'est pas en se disant ouais finalement ça me plaît pas tant que ça ou quoi. C'est Non, plus, ouais, c'était. Ouais. je sens que là c'est pas les bonnes conditions. C'est vraiment exactement plus, ça, ouais. C'est plus cet aspect-là C'était la que contre-tête. vraiment. Ouais, non, en fait, je me suis lancé dans un projet qui est soit trop grand, soit trop qui me plaît pas, qui m'intéresse pas. Quoi, tu vois, ça peut être ça aussi, de se dire ouais en fait je vais passer à autre chose. C'était quoi. vraiment pas ça du tout, non. C'était vraiment. Oui, c'est le truc. Les conditions sont pas réunies actuellement. Exactement. Je passe à autre chose. Quoi. Ouais. Toi, Aude, du coup Moi, j'en ai pas marre non plus de mon sujet, même si, même en étant allé au bout, j'en ai pas marre parce que c'est un sujet qui peut s'étendre encore vers plein d'horizons. Donc j'ai peut-être envie de passer à autre chose que ces 2 textes-là spécifiquement parce que j'ai travaillé que sur 2 textes courts, donc 4 ans sur 2 textes courts. Au bout d'un moment, le texte, bon, je peux passer à un autre texte, mais le sujet en général, non, j'en ai pas marre du tout. On l'a dit un peu rapidement avec nos accents pourris avec Pierre, c'est Perceval of Gale Et Tristram, tout à fait. Donc Perceval et Tristan, si on Tout le à fait, dit de Perceval et manière, Tristan, absolument. qui sont 2 grands textes fondateurs de la littérature. Qui sont 2 grands textes fondateurs, tout à fait. Moi, je m'intéresse spécifiquement à leur version moyenne anglaise, à ces 2 textes-là en moyenne anglais, donc 13e, 14e, Okay. et un petit peu à leur version continentale. Mais les personnages, oui, sont des personnages fondateurs, oui, ça c'est certain. Et puis c'est des personnages qu'on retrouve dans beaucoup de la culture contemporaine, évidemment. Dans beaucoup de références. Je crois qu'il y a une série en France. Il n'y a pas Tristan dedans, déjà. Ah, il n'y a donc, pas Tristan. Ah non, Tristan, il est un peu externe. Et pourquoi il l'a pas mis? Il l'explique ça ou pas? Non, bah Tristan il fait pas jamais directement partie de la matière arthurienne. C'est un petit peu Tristan, il est toujours un peu en parallèle, donc il fait jamais partie très peu partie des réécritures arthuriennes en tant que tel. Voilà. Il a pas son siège à la table, quoi. Enfin, Il a pas son siège à la table. Faut pas que je dise des bêtises, mais il n'y a pas une chaise vide qui reste et non. qui attend Tristan. Pourtant, il est dans le coin Tristan. de la table ronde. Quoi de neuf docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Allez, nous sommes toujours sur Personne l'a RCF et toutes les plateformes de streaming pour cette émission Quoi de neuf docteur avec Aude Martin et Maxime Vachot. Je vous propose une deuxième tournée. Oula. Avec une deuxième question. Qu'est-ce qu'a fait un étudiant russe pour réaliser sa thèse? Ah non. Si vous l'avez, Est-ce que c'est en ne lien donnez pas la réponse. J'ai quelque chose, donc je vous laisse les Crocs. réfléchir. C'est en lien avec les crocs, les chaussures. Pas du tout, Il a mais je vendu vois des pas Crocs. comment tu Mais peux quel rapport imaginer qu'il y a un lien avec les crocs. Bah pourquoi pas. Il a pas fait des crocs? Faut pas répondre tout ce qui te vient par la tête. D'accord. Non, faut quand même. Bah si, tu peux, mais juste tu seras toujours à ouais, côté, ça va quoi. pas. Donc Là, c'est un les étudiant Crocs. russe. Il a fait une thèse, c'est ça? Il a fait une thèse. C'était récemment. C'est plutôt récent. C'est pas lié au contexte politique actuel. Il n'y a pas de lien avec l'Ukraine. On va pas je dire crois. que c'est. On a le droit de connaître le sujet ou la discipline de la thèse, on sait Bah, pas. en fait, j'essaie de le trouver moi-même et je l'ai pas. D'accord. Donc c'est que c'est pas important. Est-ce qu'il a fait quelque chose dans le cadre de sa thèse ou avant ou après sa thèse? Qu'est-ce qu'il a fait pour réaliser sa thèse? Est-ce que ça a à voir avec j'ai une idée en tête, mais je crois que ça concerne pas un étudiant russe, mais ça peut peut-être aussi concerner ça, un rapport avec des financements, des conditions matérielles. Moi, je des suis conditions là-dessus. matérielles, ouais. Non. Ah, Les ok. conditions matérielles, oui. Oui, mais des pas financement. Alors, est-ce que c'était un étudiant, un doctorant sur le corps humain? Il s'est disséqué lui-même. Et tout de suite, la vidéo. Pour ce podcast audio. Merci. On entend juste les bruits. Ah ouais, super, waouh. Là, je me. c'est Tu sais, avec impressionnant. le doublage français des trucs W9. Quoi. Là, je me coupe le bras et en même temps, t'as le fond russe. T'as des techniques de doublage qui sont très particulières, effectivement, pour les documentaires. Il faut laisser entendre qu'il y a la langue, en fait. Mais en fait, t'entends pas du tout ce qu'ils disent. Et ça, c'est très bien. Parenthèse, je conseille la chaîne YouTube Mr. Fox pour justement les techniques de doublage. Très, très intéressant sur comment on fait pour doubler des documentaires et des films. Et qu'en France, on a une culture du doublage qui est très, très poussée. Bref. Mais ça répond pas du tout à la question de cet étudiant russe qui... Non. Est-ce que ça a un rapport avec des conditions matérielles de trajet ou de voyage? Non. Ah, d'accord, c'est pas du tout ça que j'avais en tête. D'hébergement, enfin Non. de D'écriture. laboratoire. D'écriture un peu plus, ouais. Ouais, ok. On rentre dans le sujet. Il s'est fabriqué un ordinateur pour taper sa thèse. Pas du tout. Il a un Il bureau. Non, a écrit à la main complètement parce qu'il avait pas accès. Non. En fait, il est droitier, il a écrit de la main gauche. Et ça fait le tour de l'actualité internationale parce que c'est vraiment fascinant. Ah ouais, d'accord. Non mais Ouais, je sais qu'est-ce rien. qu'on- N'hésitez pas, hein. Sur les conditions matérielles, tu dis que c'est bien comme C'est- domaine. Mais est-ce que du coup, il s'est fait taper sur les doigts pour ça ou... Il s'est fait taper sur les doigts. ouais. Ok, ouais. Ah, Je sais, il a fait c'est quelque chose C'est de le mal. premier à l'avoir fait en tout cas, Ce qu'il à a fait, l'avoir c'est- revendiqué. ce qu'il Il a a fait, utilisé c'est l'intelligence plutôt illégal. artificielle. C'est mal vu.
T'as dit quoi? Il a utilisé de l'intelligence artificielle. Exactement. Bah oui. Eh oui. Cet étudiant russe donc explique s'être servi de cet outil, donc ChatGPT, pour obtenir un diplôme, le doctorat. Après avoir laissé tourner son ordinateur pendant 23 heures et être passé dans le texte proposé, l'étudiant a finalement soumis sa thèse et il a obtenu la mention satisfaisant. Parfait. Voilà, Merci, ce qui lui a permis ChatGPT. de décrocher son diplôme. Comme il l'indique, l'étudiant avait déjà un diplôme et n'avait donc pas besoin de celui-ci. Il a trouvé cool d'utiliser ChatGPT. Est-ce qu'il en a sorti une quelconque étude sur l'efficacité de ChatGPT? Ça aurait pu être à viser. J'en ai aucune. Mais du coup, ça a été apprécié par le jury. Hein. Ah bah du coup. Mais est-ce que du coup il a fait ça au tout début ou est-ce qu'il a attendu 2-3 ans avant de se dire tiens je vais faire ça? Alors je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'on a le nom de cet étudiant? Est-ce que ce serait pas Alexander Cocaïne, par exemple? En lien avec marijuana, Pepsi, Van Dyke. Allez, moi, je continue quand même. Alerté par cette affaire, le Wuhan State University for the Humanities, qui lui a donné son diplôme, a convoqué le jeune homme. Selon les premières informations, l'étudiant aurait été autorisé à conserver son diplôme. Ni l'université ni moi n'avons l'intention de nous blâmer, de vous blâmer, je pense. L'un l'autre, les choses vont donc rester comme elles étaient. Expliquer le principal intérêt. C'était en quelle année? C'était récent. C'est forcément récent. Ouais, c'est assez récent. C'est assez récent. Si c'est ChatGPT, c'était pas il y a... 1972. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et du coup, ma question... Est-ce que vous êtes un de l'intelligence? Est-ce que votre thèse a été écrite avec l'intelligence Que artificielle? pensez-vous de la Russie? On est sponsorisé en fait. C'est du placement de produit. Maintenant que vous n'êtes plus étudiant ou étudiante, est-ce que vous pouvez nous raconter une bêtise que vous aviez faite? Quelque chose où vous n'étiez pas très fier et maintenant, bon, ça vous fait marrer quoi. On fait pas des bêtises. Non, mais un truc où on n'était pas fier à la fac. À la fac? Ça arrive à tout le monde, Maxime. À la fac, moi je me rappelle d'un partiel d'anglais où en fait on avait bien bossé avec mon camarade à l'époque. Et en fait, on s'était pris une bulle et je me rappelle plus trop pourquoi. T'as des réminiscences? Alors, je me suis pris la bulle. Toi, ah t'es oui, une c'est note vrai, normale. ouais, c'était ça, ouais. C'était en Je effet crois que c'était une question d'accent. Non, c'était pas une question d'accent, c'est qu'on avait improvisé et Oui. qu'il fallait apprendre par cœur le Ce texte. qui était très con. Hein, Ce c'est-à-dire qui, que... d'un point de vue pédagogique, était pas Ouais. fou. Mais qui étions-nous pour juger pédagogique? Exactement. Est-ce que vous avez d'autres bêtises? Moi, j'en ai une pour répondre. C'est une année, il y avait une petite occupation à la fac, à l'université de Lorraine, à la fac de lettres. En quelle année? C'était 2013-2014. Et donc, il y avait un petit blocage. Et en fait, il y avait une salle qui avait été occupée pour revendiquer un espace d'accueil pour les étudiants qui soient non marchands, quoi, entre guillemets. Et moi, j'avais amené mon matelas. Dans l'idée que les gens puissent passer et puis se reposer quoi. Et c'était vraiment dans une des salles de la fac quoi. Enfin c'était une salle de cours et un jour j'étais censé avoir un cours l'après-midi et puis vraiment j'étais trop fatigué. Je travaillais le matin au lycée à Longwy pour situer et j'arrive à 13h après m'être dit à Pont-à-Mousson sur la route pour situer que là vraiment les 30 km qui restent c'est trop, donc je me suis endormi sur le volant de ma voiture et j'avais le logo de la marque de voiture, je pense qu'on peut citer, avec deux triangles parallèles qui étaient Une situés. Ferrari. Et voilà. Et je suis arrivé à la fac, j'ai vu que j'avais mon cours à 13h. J'ai regardé mon lit, T'as regardé ton front? j'ai regardé mon front, j'ai regardé le lit, je me suis endormi alors que j'avais un cours, une préparation au CAPES, vraiment c'était pas possible. Et donc je suis quand même allé voir l'enseignante en question en disant excusez-moi madame, je suis pas en état de venir travailler, je viendrai dans l'après-midi mais là je peux pas soutenir, je peux pas participer aux préparations au concours quoi, je suis désolé. Elle a vu mon front, elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a dit allez dormir. Bref. C'était le blocus. Moi, j'ai fait très peu de bêtises. J'ai sauté des cours comme tout le monde. Mais incroyable. J'ai séché des J'espère cours. que ton Je père pense n'entendra que pas ça. Ma plus grosse bêtise, c'est d'avoir séché des cours, je pense. À moins qu'il y ait autre chose. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des cours particulièrement inutiles à la fac, qui, je ne sais pas s'ils existent encore sous une forme ou sous une autre, mais on avait des cours de... Qui étaient les profs? De C2I, mais je ne sais même pas. On avait des cours de C2I en première année. D'informatique. Tu connais J'en ai entendu parler. Ouais. Donc c'est des cours d'informatique et effectivement c'était j'irais même pas jusqu'à informatique mais... très généraliste, très basique. Voilà. Et généralement c'était soit le lundi de 8 à 9, soit le vendredi 17 à 18, de 17 à 18 ou le soit mercredi. le samedi matin. Le mercredi c'était? C'était le mercredi, oui, puisqu'on avait Jorki Ball. Mais en master. Ouais, on avait Jorki, ouais. C'est ça. Ouais. Parce qu'on avait déjà ça en licence. En licence, on avait ça aussi. Mais tu venais pas non plus. Non. Moi j'avais eu une fois samedi matin. Samedi matin, c'est très difficile. Là, c'était très compliqué. C'est même pour les profs. Hein. Disons que samedi matin, moi j'étais chez ma mère.
Ok, c'est bien. J'ai souvenir que pour s'inscrire à un partiel, pour s'inscrire, vous savez, pour les options, là, ce qu'on avait fait avec un ami, c'est qu'en fait le portail ouvrait à minuit et qu'à minuit tout était bloqué, les serveurs étaient surchargés. Donc on s'était lancé dans une partie de jeu en ligne, pour citer, c'était Empire Earth à l'époque, et on attendait 4h du matin à la fin de notre partie, et puis on s'est inscrit, il y avait tous les créneaux qui étaient encore libres. Parfait. En fait, parce que ceux du lendemain matin c'était pas encore ouvert. Donc si vous écoutez ça, les étudiants, voilà, c'est une solution. Attendez 4h du matin. Attendez 4h du matin, c'est pas mal. Et après, vous dormez sur votre volant. Et voilà. Et ensuite, on avait cours de 8 à 10, donc de ce cours d'informatique, sans avoir dormi après l'inscription. Donc là, c'était pas mal pour le coup Et dans ces cours d'informatique, une autre bêtise, c'est qu'on avait installé Pokémon sur les ordis de la fac. Donc on faisait des parties de Pokémon pendant que... parce qu'en fait, on faisait les exercices très rapidement. Ouais. Et donc on faisait... moi, c'était le problème, donc comme le dit... Maxime, je n'allais pas souvent en cours puisque j'étais étudiant salarié, donc je devais gagner ma croûte difficilement, la sueur de mon front. Gratter ta croûte. Et du coup, c'était Maxime qui prenait les cours et je n'avais pas été le jour du partiel. XL, je maîtrisais très bien l'outil, je le maîtrise toujours très bien. Et pourtant j'avais eu 5 et je pense que c'était totalement par... il t'aimait pas, quoi, c'est tout. Hein. C'était Madame Loubet, si elle nous écoute, vraiment, je pense qu'elle m'a saqué le jour-là. Tout simplement. Parce que j'étais le meilleur de la salle sur XL. Donc, écoutez-moi-le. Mais il n'avait suivi aucun cours. J'ai le souvenir c'est assez rapide, c'est en 3e année, on avait des cours d'ouverture, et je me rappelle avec... D'ouverture. Ouais, d'ouverture, c'est dans... Ouais, c'est ça. C'est dans d'autres domaines, oui. Ouais. Et donc j'étais avec notre collègue et ami Guillaume Maréchal, qu'on avait pris un cours sur l'histoire de la Russie. C'était pas en L3, hein. C'était en il était pas L2. En L2. Et en fait, on s'était dit, ça va être passionnant. Et en fait, c'était pas passionnant du tout. Et en fait, donc c'était le vendredi de 14 à 17, quelque chose comme ça. Et à un moment, donc j'arrive devant la salle, j'envoie un message, t'es où ? Je suis pas là, viens, la console allumée. Et je suis allé chez lui. Wow. C'était bien. Donc j'ai séché les cours aussi. Ça en arrive des trucs dans la vie. Ça alors ? Alors moi j'en ai un autre. C'était en M1 ou M2. C'était sur Histoire des sciences. Oh. Vendredi matin de 8 à 10. Italienne. C'était donc en M2, parce que c'est quand j'étais en service civique à la Croix-Rouge. Et du coup, ceux qui n'étaient pas venus en cours n'avaient pas le même partiel que ceux qui étaient venus en cours. Et genre, ceux qui n'étaient pas venus, on avait un partiel vénère. Et les autres, juste, fallait reprendre ce qu'ils avaient fait au premier cours. Et c'était hyper simple. C'était un peu bâtard quand même. Oui. Voilà. On a quand même fait des petites bêtises. Enfin, oui, mais si on est là, c'est qu'on n'a pas foutu le feu à la fac non plus, ça va. On a essayé. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Alors, je vous propose un petit jeu qui s'appelle le Quiz Lord. Puisque peut-être que les gens ne le savent pas en vous écoutant, parce que vous êtes très humbles, mais vous êtes tous les deux Lord. Exactement. Absolument. Et en Écosse, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. C'est-à-dire, moi je suis Lady du coup, mais ouais. T'es pas Lord ? Non, je suis pas Lord, moi. C'est donc très genré aussi. Laird. En Écosse. Laird. Et je crois que c'est une première pour nous d'accueillir des gens comme ça. Des lords et des lords. Mais comme vous le savez peut-être, il existe plusieurs personnalités qui ont été anoublies, on ne le sait pas. Je vais donc vous citer le début de leur biographie Wikipédia et dès que vous avez la réponse, vous pouvez me couper. Bien sûr. Ça va ? On peut avoir une paire de ciseaux. Que je connais beaucoup Wikipédia, est-ce que j'ai un malus j'ai pas le droit de répondre tout de suite ? Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Mais il n'y a pas de piège, il n'y a pas de ChatGPT, j'ai fait quelque chose de très simple. C'est des Français ou c'est des Anglais ? Alors, si je me trompe pas, pour être anobli, il faut être anglais, oui, non ? Enfin, britannique. Tu parles de la Croix. Non, mais c'est une vraie... Parce que du coup, quand je regardais, en fait, il y avait personne qui n'avait pas la citoyenneté britannique. Tout à fait. On y va. Vous pouvez jouer aussi chez vous. Alors, acteur et producteur de cinéma britannique, né le 14 mars 1933. Dans le quartier de Londres. Connerie. Connu du grand public pour son rôle d'Alfred dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Michael Caine. Pas le nom. Michael Caine. Comme Alfred dans Batman. Voilà. Facile. Il a joué aussi dans Inception, Interstellar, Tenet. Il a pris sa retraite. Oui, il a dit là ça année, fait trop quoi. 90 ans. C'est pas mal, hein. Ouais, mais il jouait bien quand même. Il joue très bien. Vous avez compris le principe ? C'est très simple. Tu poses des questions, Pierre répond et on est le nom, quoi. Alors l'idée c'est que Pierre ne répond pas à chaque fois. Et ben je vous en pose une plus dure. Né le 9 mars 1954 au Brésil, c'est un homme d'affaires, chef d'entreprise, et à la fin des années 90 sous la présidence Bernard Tapie de Louis Schneider,
Schneider. Il met en place chez Renault une politique radicale de réduction des coûts et de restructuration qui permet au groupe de conserver sa rentabilité. Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, en effet. Oui, mais les businessmen. Il a été anobli. Il est né au Brésil, d'accord. Moi, je l'avais pas dit. Et il est libanais. Et français. Moi, j'étais sur libanais. Il doit avoir la citoyenneté britannique, puisque sinon je ne comprends pas. Oui, d'accord, parce que sinon ça cache le principe, sinon. Mais d'accord. Est-ce qu'il est parti dans la malle ou pas ? On sait toujours pas cette histoire. Vous savez, quand il était au Japon, qui s'était la fameuse... s'était évadé, tout ça. La malle, pas la malle. On sait toujours pas, quoi. Est-ce qu'il s'est fait la malle ? On ne saura jamais. Balamal, même. Daniel Balamal. Pardon. Il n'est pas anobli. J'ai encore donné la réponse, pardon. Ah, mais t'inquiète pas. Non, mais ouais. J'ai des blagues sur les morts en hélicoptère, mais je crois qu'on va continuer. Et il y a un lien avec le suivant. Né le 25 mars 1947, dans le quartier de Londres aussi, c'est un chanteur. Elton John. Supportable, il fait ça à chaque fois. Il est chaud. Elton John. Parmi ses titres les plus connus sont notamment Your Song. Ah bah j'allais le dire, du coup j'aurais pu le dire. Tiny Dancer, Sacrifice, et notamment Rocketman. Et Pierre, justement, tu as une anecdote sur Rocketman. Tout à fait. Rocketman, donc en fait, Elton John, on lui a posé la question en interview de savoir si il appréciait que Donald Trump appelle Kim Jong-un Rocketman, et il avait dit assez habilement, pour pas trop s'aliéner les fans de Trump, que c'était quand même vraiment très bien senti comme surnom, et que sa chanson serve à un sobriquet. Bon, c'était très habile, mais que quand même c'est mieux quand il n'y a pas la guerre, quoi. En gros, il avait dit quelque chose comme ça. J'ai vu passer ça, effectivement. Oui. Ça me dit quelque chose. Là, oui, ça dit quelque chose. C'est une anecdote que tu as fait en entière, gratuitement, c'est vrai. Sympa, quoi. Je pourrais faire payer mes anecdotes, c'est une bonne idée. Des fois, il le fait. Allez, on va lancer ça dans Histoire d'en parler maintenant. Vous avez accès à l'article que si vous payez. Faut accepter les cookies. Voilà, les cookies. Je continue, ça va ? Est-ce que quelqu'un veut des cookies d'ailleurs ? Ouais. On a des petits cookies à côté. Alors j'ai un chinois au chocolat de chez Schindler. Né le 30 novembre 1937 en Angleterre. 1937 37. Oui, c'est bon, c'est un... si tu l'as, tu le dis pas. Non, non. Globalement, parce que ça serait bien que les autres le découvrent. En plus, celui-là est très simple. C'est un réalisateur, scénariste et producteur britannique. Il a notamment fait le court-métrage 1984 pour la société Apple. Mais il va être connu dès la fin des années 70 puis dans les années 80 pour 3 blockbusters. Évidemment. Alien, oui. Le 8e passager. Comment il s'appelle ? Oui. Blade Runner et Légende. Ah bah oui, évidemment. Durant les années 90, ces films connaissent moins de succès. Notamment Thelma et Louise. Oui. 1492 de Christophe Colomb. Tout à fait. Avec Gérard 1400. Depardieu. Tout à fait. Ouais. J'ai dit quoi ? 1492, oui, c'est ça. ça. Oui, c'est ça qu'il a dit. Sinon, je dis souvent 1992. Ouais, ce qui n'est pas la même date. Non. Mais au début des années 2000. Apparition d'un personnage mystère. Qu'est-ce que c'est ? Il se fait connaître avec le film Gladiator. Gladiator ? Mais je ne sais pas. Oui, mais c'est Patrick Sébastien, moi, je pense. Ouais. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Non, mais vous l'avez pas pour de vrai ? Ah non, mais je connais pas. Ah bah moi les noms. Il enchaîne ensuite avec des grosses productions, Hannibal, La chute du faucon noir. Ouais, non mais ça. Plus récemment, Napoléon. Ah oui. Bon sang. L'autre. C'était ça la réponse. Oui, c'est le mec de Napoléon. Et plus récemment, Gladiator 2. Ah, c'est lui Gladiator 2 aussi. Ah oui. Il a fait Robin des Bois aussi. Il a fait Mensonge d'État. Le Disney Robin des Bois. Non, avec Russell Crowe où il débarque là, il faut un débarquement en Normandie, mais bon, Pierre, tu l'as ? Oui. Bah, vas-y. C'est notre mascotte que je pense qu'on a à chaque émission. Notre mascotte. Ah oui. C'est pas mal. Je trouve quand même plus Michael Scott. Michael Scott est une bonne réponse, c'est bien joué. Du coup, Ridley. Ah, je trouvais. Pardon. Je pensais qu'il était australien. Moi, je l'avais des 45. Ouais, non mais. C'est vrai, tu l'avais cinématographique. Donc Ridley Scott, il est sœur. C'est ça le. Alors, il est frère aussi, je crois. Même. Ah ouais, sûr probablement. Lord. C'est qui sa sœur ? Lord, sœur. Et il est kiné ? Ah non, il est ou Lord. ma sœur. Il est Lord. Allez, trêve de plaisanterie. Né Robert. Ça va pour l'instant. Le 13 octobre 1925. Oula.
Elle Pas est Julia morte Roberts. en avril 2013. Oui, je l'ai. C'est pas vrai. Il est incroyable. Elle est fille d'un épicier, d'une couturière, et elle va se former en chimie puis devenir avocate. Elle fait son entrée au Parlement du Royaume-Uni en 1959. Oui. Elle va être secrétaire d'État à l'éducation et aux sciences, et elle va être la première femme à diriger le parti Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. J'allais le Si dire, vieille que j'attendais. Elle est quoi? J'allais le dire. T'es si vieille que ça? Ah, Quand elle est décédée, tu veux dire? Ouais. Non, mais quand elle est née. Ah non, quand elle est née il y a très longtemps, quoi. Ouais. Bah, en fait, elle avait une 60aine d'années dans les années 80, donc. Ouais, c'est tu vois, ça. c'est- Donc t'as c'est proposé, cohérent, Elle ouais. était lord. Elle était lord, ouais. Lady. t'as proposé une femme dans ton jeu et c'est Margaret Thatcher. Alors, j'ai pris Wikipédia. Hein. C'est Eh celles ben. qui ont été anoblis par Elisabeth II. C'est la randomisation de Wikipédia. Et c'est une très bonne transition puisque la deuxième est une femme. Ah bah, oh, Ouais, quelle transition. Je l'ai. On t'écoute. Bon, vas-y. C'est une femme auteure. C'est pour toi que Oui, bah, je l'ai. de romans policiers. C'est Agatha Christie. Ouais, Ah exactement. mais pardon, j'ai profité de le dire très tôt pour C'est me la très péter bien, un peu. très bien. Ça va toujours? Bah, ça J'en roule, ai hein. plein. Hein. Je peux faire ça pendant des heures. Bah, oui, écoute, bah, nous aussi. On a des heures? On peut parler de sœurs. Ouais. Des heures et loire. Agatha Christie, t'as pas refait tout son Alors, détail quand même. non, bah parce Ouais, que mais bon. Deux personnages importants, Hercule Poirot et Miss Marple, Tout à fait. on surnomme la reine du crime. Elle est l'une des écrivains les plus novatrices. Voilà. C'est vrai. Et elle a Elle est écrit aussi des histoires sentimentales sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Ah. Voilà. Eh ben, bravo à elle. On en apprend tous les jours. Hein. Quelle histoire, ça aussi. Alors, né le 15 mai 1987 Oh, C'est un jeune. jeune. Ah, Ou c'est une jeune. à Glasgow. Oh. Oh, Glasgow. 87 à C'est Glasgow. c'est un sportif Oh. C'est pour toi ça. Je l'ai. qui a pris sa retraite Il a pris sa dernièrement. retraite il y a 1 an et demi, 2 ans. Il a est- pris sa retraite, c'est Tout tôt à comme fait. retraite. Il est devenu le premier joueur britannique à s'imposer dans un tournoi majeur au terme de l'US Open 2012. Andy Murray. Murray. Andy Tout à fait. Murray. Né à Il a Bridge pris of ça. Allan. Pas du tout, il est né à Glasgow. Ah bon, Bah, il a dit Glasgow il y a Ah non, c'est un 2 minutes 30. Ouais. Non mais Non mais c'est vrai que le nombre de joueurs nombre de joueurs écossais au tennis, ça Oui. fait qu'on les confond quoi. Non mais je crois qu'à Bridge of Allan, il y a une boîte aux lettres. Personne qui ne était sait où dédiée, est Bridge of Allan. Donc c'est en Écosse. À côté de Et en Glasgow. fait, en Grande-Bretagne, il y a des boîtes aux lettres dédiées aux champions olympiques de Londres, et donc la sienne était là-bas, il me semble. Il a peut-être vécu là-bas. Bah, écoute. Je le connais très mal, on s'est perdu de vue dernièrement. Et Ouais. tu disais, c'est le seul champion olympique. Non, c'était quoi en 2012, il accède à. Alors, Murray devient le premier joueur britannique depuis Fred Perry en 1936 à s'imposer dans un tournoi majeur. Ah oui, Tim Henman n'avait pas gagné dans les années 90. 2000. Voilà. Et donc tu l'avais. Je l'avais. Par contre, premier joueur britannique à être numéro 1 mondial. Oui, Mm. ça oui. C'est assez fou qu'il n'y ait aucun autre joueur britannique. Mais... En même temps, c'est pas comme si. Joueur de tennis. Ouais. Est-ce que les Anglais, c'est pas un peu le genre à inventer des sports et puis finalement, c'est les autres qui deviennent meilleurs Bah, c'est un Écossais, c'est pas un Anglais. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est un Britannique, c'est ça qui compte. Ouais. Ouais, pardon. C'est pas la même chose. Bah non. Mes excuses à tous les Gallois, tous les Écossais, tous les Qui nous écoutent. Nord-Irlandais. Il n'y a rien irlandais surtout. On a très peu d'écoute en Grande-Bretagne. Pas encore. Là, dernièrement, on en a eu en Roumanie. Mais non. Ouais, et très peu en Grande-Bretagne. C'est plus francophone en Roumanie qu'en Grande-Bretagne. C'est pas faux. Ça doit expliquer. C'est pas faux, et puis ils sont très égocentrés là-bas. Donc. C'est ça aussi. Allez, le dernier. Normalement, je fais des blagues souvent sur le dernier, mais pas là. Un dernier pour la route. Un acteur britannique, né le 13 juillet 1940, Je suis une connerie. homme de théâtre, avant tout est considéré comme un acteur shakespearien. Mais il est le plus connu pour différents rôles. Il va jouer notamment Léo Dagan dans un film arthurien Excalibur en 1981. Ah, d'accord. Bah alors là, Il va Ah jouer oui. dans Dune de David Lynch en 1984. celui-là. Non, en fait, j'étais parti sur Rowan Atkinson, donc Mr Bean. Ah oui. Ah, Pas du tout. 1940. Il est pas né encore. Ouais, c'est ça. Mais c'est son ça, rôle le plus connu, et c'est ça qui lui a donné une reconnaissance mondiale, c'est celui du capitaine Jean-Luc Picard. Ah, Ah. Patrick Stewart. Patrick Stewart, en effet. On l'embrasse. Parfait. Patrick Stewart dont qui le nom joue. vient du coup de Ben oui. la. Alors, drôme, c'est Patrick Stewart ou ça vient de... Non. Picard. Picard, oui. Ça vient de Picardie. Exactement. Voilà. Non, il est né. Il est né en Haute-Saône, En Haute-Saône. Jean-Luc Picard. Pardon. Merci Pierre. Et du coup, il a été anobli. Et Ça qui- va Parce Petit que, jeu. C'est lui qui joue Léo Dagan dans Excalibur de 81. 81, ouais. De Bourman. Ok. Est-ce qu'il était chauve ou pas?
à l'époque. J'ai très peu d'informations sur. Il est très chauve comme homme. Mais il a joué Charles Xavier aussi dans Bien les sûr. X-Men. Bien sûr. Et voilà, il a fait d'autres rôles. Hein. Je crois qu'il est encore en vie. Hein. Bien sûr. Ce serait une bonne. C'est ma chaudière. Elle va bien. On l'embrasse. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Alma Roma. Quoi de neuf, docteur? En partenariat avec Histoire d'en parler sur RCF en Lorraine. Dernière question pour cette première partie de l'émission. Si je vous parle d'amour, parce que c'est quand même le thème de cette émission normalement, on est le jour de la Saint-Valentin. Si je vous parle d'amour, à quoi correspond le pourcentage 23%? Ouais, 23%. Qu'est-ce qui. Vraiment, c'est fou. c'est une blague. 23%. 23%. Si on parle d'amour, 23%. Bah, alors, il y a une réponse qui paraît assez évidente. C'est 23% des mariages finissent en... Je crois que c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que 23%, malheureusement. C'est ça le problème. Ah, moi j'ai appris que tous les divorcés se sont mariés. Ça c'est Mais une non. stat qui est C'est une incroyable. statistique. 100%, vraiment, 100%, au ouais. maximum. Il y a Ouais. personne qui a divorcé sans s'être marié. C'est dingue, ça. C'est ouf. Et on n'entend jamais parler de ça. Non, mais ouais. Ouais. Bon, allez, 23%. 23%. Donc, c'est pas les mariages qui finissent en divorce, 23%. Non. Non, Il n'y je a pense pas de que lien, c'est beaucoup plus. on n'est pas sur la rupture. C'est tout. Ah oui, on est sur l'amour. On est sur l'amour. On est sur l'amour avec un grand H. Est-ce que 23%? L'amour. 23%. Score de Jean-Luc Mélenchon présidentiel de 2022. On l'embrasse. C'est quand même, c'est un rapport avec les unions. Avec l'amour, oui. Avec l'amour. 23% des gens mariés se sont rencontrés pendant leurs études. Quelque Non, chose pas comme du ça. tout. Non. Mais en effet, c'est un lien avec la rencontre. Ah, vous voyez, je vous ai. 23% se Non. rencontrent. Mais moi, j'allais partir sur l'inverse. 23% sont des mariages arrangés. Ah, se sont jamais vus. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ça fait pas mal quand même. Bah, je sais pas. Ça dépend où, ça dépend si c'est 23. En Lorraine. Au 21e siècle. Non, mais je sais pas. Tu vois, dans Non, c'est le pas du monde- tout ça. Non, te Non, justifie pas. Non, pas c'est quelque ça. chose de très joyeux, c'est pas quelque chose de. C'est pas non plus très joyeux. Non, quoi. mais Je vais c'est pas une- vous dire le chiffre, vous allez dire, oh, c'est génial. Non, mais c'est pas une. 23% des couples ne connaissent pas la date de naissance de leur compagnon. Ça serait tellement possible. En fait, vous allez être hyper déçus de mon chiffre. Ah merde. Parce que vos anecdotes sont plus folles que les miennes. Elles sont plus fun que le fun fact. 23%. Là, on est juste sur un fact. Juste sur la rencontre, fact. c'est un fact sur la rencontre. C'est sur la rencontre, ça Oui, il a dit que c'était un rapport avec la rencontre. Ouais. 23% se rencontrent sur le lieu de travail. C'est pas sur le lieu de travail. Ah, Alors, pas sur le lieu de travail du coup. sur les applications de rencontres. Tout à fait, sur les applications. Mais du Extrêmement coup, décevant. non, parce que j'ai un deuxième fun fact. 2% des couples se rencontrent dans un autre endroit. Je vous laisse trouver où. Les toilettes du bar. Pas tout à fait, mais c'est un lieu public. Sur le bon coin. Alors on s'approche, c'est sur quelque chose de marchand. Sur des brocantes. Non, c'est tellement romantique. À la caisse Chez de Cast- l'Aldi. Du Castorama. supermarché. Exactement, 2% des couples sont tombés amoureux dans un supermarché. C'est plus fun comme fact ou... C'est plus fun, ouais. T'as c'est des plus stats fun. en fonction des supermarchés différents? Est-ce qu'on se rencontre plus chez Intermarché que chez Leclerc ou... C'est intéressant. Alors voilà. faut dire serait 3 ça. marques normalement. Donc on a dit... ah non, c'est bon, on a dit Aldi avant. Ouais, c'est Aldi, voilà. Leclerc, Intermarché, Carrefour. Alors cette règle, je crois qu'elle n'existe plus. Bref, Et en même temps, ça serait un très bon argument de vente. La règle de trop. Mais c'est ce qu'a fait venez Intermarché, chez- hein. Ouais, venez chez. ils avaient une pub à l'Intermarché où tu tombais amoureux, quoi. C'est pas mal ça. Avec l'amour, l'amour, l'amour comme chanson derrière. Et tout. Ah oui, quand il a acheté tout un tas de Ouais, choses pour elle. pour la Oui, caissière. bien sûr. Ah Et on ouais, écoute ça tout il de lui a suite. mangé, ouais. Magnifique. J'adorerais lancer des... Allez, tout de suite, c'est le dernier Renault. Et salut tout le monde. Et puis voilà. Et tu sais, des fois, ils font des spéciales genre pour RCF. Et oui, c'est moi qui chante sur RCF. On n'en est pas encore là. Mais si vous voulez qu'on en arrive à là, n'hésitez pas. Cliquez. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. On va dire une vérité, on tourne autour du pot. Vous êtes ensemble et vous êtes mariés Oui. depuis Absolument. bientôt 3 ans, au moment 2 ans. 2 ans. 2 ans. Ça, Pas si vite. ça passe si vite. Comment on vit sa thèse en couple? Ah, ça, Pose c'est ça la là, comme question ça. c'est la question qui tue. Bah, en fait, si je peux me permettre, Vas-y. je pense qu'on a considéré le travail de la thèse comme un travail. Et du coup, on travaillait chacun de notre côté sur notre thèse. Et puis, le week-end, le soir, on était
plus au boulot, on était tous les deux, du coup, c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Ok. Et c'est comme ça que je l'ai perçu une fois que j'ai terminé, que tu as continué. C'est un cas particulier parce que ça continue quand même un peu à la maison. C'est pas un travail où on se dit on travaille à cet endroit-là et on peut quand même continuer un peu à la maison. Donc c'est dans ce cas, ça déborde un peu sur l'espace. Sur les week-ends, sur les soirées. Perso, Ça déborde. Ça déborde beaucoup sur la fin de thèse sur aussi, fin, majoritairement. Mais non, moi je le vois comme. En plus, moi j'ai eu vraiment comme je disais tout à l'heure, le luxe. Ouais, du coup, t'avais des règles même. Oui. Non, parce que c'est pas commun les règles que t'as mises en place. C'est-à-dire de travailler seulement la semaine, de pas travailler le week-end. Oui, ça m'a paru. Est-ce que tu peux les donner du coup ces règles-là? Oui, non, mais je les voyais même pas comme des règles en fait. Ça me paraissait. Le cadre. Tu préfères que je dise un cadre? Un cadre, si tu veux. Non, mais oui, je les considérais vraiment comme un travail vu que j'avais le luxe du contrat doctoral qui me permettait d'être complètement sur la thèse et pas du tout d'avoir un travail à côté. Et donc, je l'ai considéré comme un travail. Donc, je travaille du lundi au vendredi de plus ou moins 8h à plus ou moins 18h. Donc ça, j'ai réussi à le tenir pendant 3 ans de contrat doctoral. Après, une fois que les choses s'accumulent et que la fin de thèse arrive, évidemment, ça a débordé sur les soirées et les week-ends, c'est logique. Mais je vise à reprendre ce cadre en ce moment sur une fois que tout ça c'est terminé. C'est difficile de reprendre ce cadre-là, mais et du coup, ça n'a pas spécialement empiété. En fait, j'ai pas la sensation. Oui, et en plus, on partageait cet intérêt pour la recherche dans tous les cas. Donc, il n'y avait pas d'incompréhension sur ce qu'on faisait ni l'un ni l'autre au niveau de la recherche, en tous les cas. Oui, puis après, surtout sur la fin, où effectivement, tu commençais à travailler beaucoup le week-end, etc. Moi, je trouve que j'étais aussi là en soutien. C'est-à-dire que tu avais besoin de soutien et voilà quoi. De café. Il était là pour faire du café. Un pilier. Si, c'est vrai. Ouais, droit. Donc c'est 2, 3, 4. C'est 1, 3. 1, 3. 1, 3, ouais. Je pense que ça aide aussi énormément d'avoir quelqu'un au quotidien qui comprend ce qu'on fait. Après, il y a des gens qui réussissent des tests tout seuls, il n'y a aucun problème avec ça, évidemment. Mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Eh ben, très bien. Et oui, non, mais c'est des conditions particulières, le fait que vous soyez tous les deux en thèse et peut-être le moment où Maxime, toi tu t'es dit je sais pas, je commence à plus trop le sentir. Enfin, tu vois, il y a ce truc là aussi de comment on se soutient aussi. Est-ce qu'on relance? Il y en a un qui a une énergie, l'autre qui est pas dans la même dynamique. Enfin, est-ce que ça c'était dans la compréhension hein. Quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, elle m'a dit oui, effectivement, si tu te sens pas de continuer ou autre, c'est comme ça quoi. Ça reste un travail individuel de toute façon la thèse, donc les choix empiètent pas. Enfin, que la personne continue, arrête, fasse ceci ou fasse cela, moi ça m'impacte pas moi, donc ça m'est égal en fait en soi. Ce qui compte, c'est vraiment juste le bien-être. Il y a un moment donné où ça paraissait le choix le plus logique pour toi d'arrêter. C'est comme un travail où en fait finalement on n'est pas complètement épanoui. Ça serait logique Exactement. de dire si tu veux aller voir ailleurs, peut-être prendre du recul. Professionnellement. Évidemment. Ah pardon. mais oui, tout à fait. C'est pour la deuxième partie de l'émission. On parle de couple libre. T'as une anecdote? Non mais du coup, comment on se soutient? Est-ce qu'il y a des attentions particulières? Est-ce qu'à un moment donné, Maxime, toi t'as aidé même à faire des choses? Alors, étant donné que Aude a écrit sa thèse en anglais et que je suis un piètre accordéoniste, exactement, j'ai pas trop pu la soutenir pour tout ce qui est rédaction, rélecture, etc. Je l'ai aidé pour tout ce qui était en français, bien sûr. Mais sinon après c'était écoute, le soir je m'occupe de tout, tu travailles, je reste avec toi, je me couche pas, des trucs comme ça quoi. Oui. Ouais. Surtout sur la fin en fait. C'est vrai que tant qu'on est au travail la journée, comme moi j'ai réussi à mettre le cadre comme on disait, ça se passe bien etc. Mais une fois que ça devient vraiment lourd et la dernière année est lourde et difficile quand même, oui c'est ça, c'est savoir qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe et qui pose des questions et qui demande comment ça se passe, etc. C'est ça aussi. Partage des tâches ménagères, forcément qui s'est un petit peu déséquilibré, forcément, parce qu'elle avait plus de boulot, et puis voilà quoi. Désolé. Non, mais c'est sans contre-pétri. Non. Non, mais sans contrefaçon, je suis un garçon. Ça paraissait logique quoi. Elle était sur la fin de son très gros projet, donc elle avait besoin d'aide, et j'étais là pour ça. Deuxième partie de notre émission Quoi de neuf docteur en compagnie de Maxime Vachot et d'Aude Martin, docteur en littérature britannique. Je suis toujours accompagné de Pierre Suer qui est dès à présent dans les starting blocks pour son jeu Playlist historique. Mais avant cela, je vous propose qu'on repart sur notre traditionnel jeu détourné historique et qu'on continue notre discussion. Quoi de neuf docteur et émission 6, c'est reparti. Quoi de neuf docteur, présenté par Pierre Sertoff. Est-ce que ça va toujours ?
Ça va toujours. On va parler de Mike Tyson. Et la question est, quelle est la passion de Mike Tyson? Mike Tyson. Mike boxeur. Tyson. En dehors de la boxe, donc. Ah, alors si vraiment la réponse était la boxe, Ouais, on l'avait. On l'avait. je serais le plus gros naze qui Les existe. vestes en cuir et les slips un peu courts. Léopard. Les tatouages. Pas du tout. La Passion politique. de Mike Tyson. Pas du Est-ce tout que la c'est les politique. légendes arthuriennes? C'est ça. C'est fou. Non, il s'intéresse à Jean-Claude Sommier, à tous les coups. un truc de littérature. Énorme. Non. Il a une passion. Ce n'est pas culturel. C'est pas une passion culturelle. Ah, on a failli avoir peur. Tout Il va aime bien. frapper des chèvres. C'est en lien avec les animaux. Ah, oh, il Mais est pas fervent. frappé, hein. Défenseur des animaux, SPA, tout ça. Non, non. Ah, mince. C'est un Il est- éleveur. C'est un éleveur Il a d'animaux. une passion pour un animal. Pour les chats. Non. Incroyable. À nouveau, il faut un truc un peu foufou, quoi. Les éléphants. Non. Les guêpes. Non. Des animaux qu'il possède lui-même. Il en possède. Des animaux de compagnie. ou, Les iguanes. Ah, Alors, ça de semble base, être il en a fait des animaux de compagnie, mais c'est pas C'est des pas animaux, censé. ouais. C'est Les pas tigres subtil. du Bengale. Alors, si vous parlez tous en même temps, vraiment, c'est un enfer. Vas-y. Les tigres du Bengale. Non. J'avais entendu les deux réponses, en fait. Et c'est non pour les deux. Des reptiles. Non. Non. Bon bah d'accord. Des mammifères marins. Des insectes. Non. Des requins. Non. C'est pas un mammifère. Si, c'est un mammifère. Non. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qui reste après toutes ces choses-là? Les poissons rouges. Non. Tu vas pas faire tous les poissons, du coup, je pense que c'est pas ça. C'est pas un poisson. Les huîtres. C'est l'ensemble du règne animal qui va y passer. Quoi. Non mais. Ah, mais c'est surtout que. Ah, des singes. Il y a des gens qui ont des singes. Ouais, mais pas lui. Oh, c'était pour Est-ce ça. que ce sont des félins? Non. Est-ce que ce sont des chiens sévères quoi? Non. Canidés. Des chiens sévères. Des chiens sévères. Tortues avec une petite baguette comme ça. Et, et les francis. Non, attention. Attention, On hein. arrête les conneries. Non, des perroquets. loups. Ce n'est pas un perroquet. C'est un oiseau, c'est un animal. C'est à un plumes. oiseau. Une perruche. Non, ça c'est. C'est François Damiens. Mike Tyson avec sa perruche. Quoi. Une autruche, des autruches. Non. Des trucs énormes. Des émeus. Des émeus, des trucs. Non, Ça m'émeut, mais non. Non. Alors des aigles. Non. C'est un américain. on va pas faire tous les C'est oiseaux. vrai que c'est pas mal. Si, on peut y Je aller. pense qu'on peut y aller. Des grands-ducs. Non. Des condors. Les Grands-Ducs de Lorraine. Ouais. Oh, à retrouver sur RCF. Sur Des moineaux. C'est-à-dire. des moineaux. Ah. Parce que c'est pas du tout une espèce, quoi. Bah non, mais bon, moi j'y connais rien en Des oiseaux. rouges-gorges. Des rouges-gorges. C'est pas Non. des moineaux, les Non, rouges-gorges. non. Enfin, Des hirondelles. des Non. pigeons. Des pigeons. Des pigeons. Mais non. Et oui, ayant connu une enfance difficile, le petit Mike affirme avoir trouvé la paix intérieure grâce à sa relation avec les pigeons. J'aimerais bien une petite musique de fond, quoi. À tel demander un point montage qu'il en de possède plusieurs à son domicile. Et quand un éboueur a placé le corps de son pigeon favori, décédé quelques instants auparavant dans une poubelle, cela s'est forcément mal terminé. Je cite Mike Tyson. Un matin, je me suis réveillé et j'ai découvert que mon pigeon préféré Julius était mort. C'est vrai que tu l'imites très bien. C'est pas du tout la voix que j'imaginais pour Mike Tyson. Tu sais, c'est la voix. voix de surtitrage des documentaires. Et ouais, je pensais vraiment qu'il allait se passer ça. J'étais dévasté et j'ai dû utiliser sa caisse comme cercueil pour l'honorer. J'ai laissé la caisse, il l'a pas lâchée. Sur mon perron pour aller chercher quelque chose. Quand je suis revenu, l'homme des poubelles venait de mettre la caisse dans la poubelle, quoi. Je me suis précipité vers lui Jusque là, ça se et tient. je l'ai touché à la tempe avec une droite titanesque. Le pigeon. Il était KO, convulsant sur le sol comme un attardé immature. C'est bien ça. Qui l'attardait entre les deux? Je pose la question. Oh, ça dénonce. Le pigeon, ça balance. Si j'avais un micro, là, je l'aurais lâché. Mais Mais t'as t'en un as micro, un. mais il est accroché à un pied de micro qui est très stable. Regarde cette plume, de là-bas. Elle est visqueuse. Parce que le mâle secrète une matière grasse et puante qui attire la femelle dans ses filets. C'est la nature, ça. Pigeon. Oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Alors, comment on vit de sa passion? Puisque tout à l'heure, on commence à en Oula, parler. ouais, parce qu'il faut que j'arrive à Ah ouais, revenir ouais, de ok, cette ouais. histoire de pigeon là. Bah, quand même. c'était- Oh là là. C'est-à-dire que pour une fois, j'ai une question qui a un Il y lien a un avec lien, mais il l'autre. y a un lien, je suis tout à fait. Il y a un il y a feu un lien. d'artifice. Waouh. Vous ne voyez pas chez vous. Ouais, énorme. Là, c'est une belle rouge. Je pense que c'est pour la Voilà, exactement. rouge et blanc. Mais pour la probable Saint-Valentin. d'avoir C'est ça. hyper thématique.
En rouge et blanc. Comment... De Stendhal? Non, de Jeanne Masse. Ah oui. Jeanne Masse. Comment on vit de sa passion? Oui, c'est la question. Parce que comment Pierre on vit de est sa complètement passion distrait par son feu d'artifice. Comment on vit de sa passion? Alors pour ma part, j'ai 2 passions. Oui, c'est là où j'allais en venir. Ouais, donc l'histoire. C'était un peu compliqué d'en vivre du coup, comme je vous ai dit dans le précédent épisode. Et j'ai une autre passion, c'est le vélo. Et du coup, tout à l'heure, je t'ai coupé et tu disais, oui, travailler l'histoire d'un point de vue professionnel, c'était compliqué entre passion et côté professionnel. Oui. Et ben tu peux développer. Ouais, effectivement. Parce que donc ma passion première, donc c'est l'histoire. Hein, depuis que je suis tout gamin, j'adore l'histoire. Je me rappelle quand j'étais gamin, regarder des documentaires avec mon père sur France 5, sur Arte, tout ça. Donc c'était cool. Et en fait, donc la thèse en histoire, j'y suis venu voilà avec des petits des va-et-vient dans les couloirs, etc. À droite, à gauche. Non, pas des va-et-vient dans les couloirs, définitivement pas. Et après, donc la thèse, être docteur, oui, mais pourquoi? C'était pas pour comme Aude, voilà, un projet professionnel. C'est vraiment pour arriver au prime de la passion, quoi, être docteur. Et du coup, est-ce que la passion s'arrête à un moment donné? Pas du tout. Ouais. Comme dirait Jodassin, est-ce que l'amour s'en va? Non. C'est Augustin Traquenard là comme question. Non, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a moins de passion? Pas du tout. Justement, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je sentais que ça devenait plus une passion, mais c'était le bagne, quoi. Ça me faisait chier de. Et tu ressens pas la même chose pour le vélo, par exemple? Pas du tout. Tu peux, à chaque fois, si tu veux développer, n'hésite pas du tout. Non, pas du tout, parce que donc je suis technicien cycle, donc je répare des vélos. Ce qui est beau ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on voit passer toutes sortes de vélos, toutes sortes de problèmes. On les répare, un problème de fourche, certains, problème de frein, etc. C'est super intéressant. Et comme l'industrie évolue encore, c'est passionnant. Et ce côté-là, passion. Tu le vis au quotidien, il y a moins de soucis. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu étais plus passionné par le vélo que par l'histoire, ou c'est 2 domaines différents? C'est 2 domaines différents, ouais. Parce que effectivement, le vélo, pardon, c'est du sport, donc j'adore le sport aussi. L'histoire, c'était la passion intellectuelle, culturelle, etc. Ouais, donc c'était 2 choses différentes, ouais. Et toi, du coup, Aude, est-ce que tu es passionné de littérature médiévale? Je pense qu'à l'inverse, je suis devenue passionnée de littérature médiévale en faisant des études et en faisant la thèse. Et donc, la différence est là. Moi, mon métier, le sujet de thèse me passionne, mais c'était pas une passion au départ. C'était un intérêt très fort en termes de discipline et d'études, etc. Mais c'était pas une passion comme l'histoire. Je pense que l'histoire a une discipline à elle toute seule qui peut être une passion pour énormément de gens. Il y a plein de gens qui sont passionnés d'histoire. Et c'est peut-être un peu différent d'être passionné de littérature. Il y a beaucoup de gens qui lisent énormément, mais je pense que je suis devenue passionnée de ça en faisant la thèse, et donc je suis toujours aussi passionnée de ça maintenant. Tout à fait, mais j'ai d'autres passions à côté. Et toi, par exemple? Non, mais par exemple, c'est quoi les autres par exemple, des choses plus variées, mais je fais beaucoup de sport, donc je pense que ça rentre dans le cadre d'une passion. Et puis des plus petites passions, mais enfin plein de choses. Siffler, c'est quelque chose que je maîtrise très bien. Tu peux arrêter avec les trucs, les références. Louis siffler. Les références sont vraiment. Non, mais je pense le sport, mais du coup comme Maxime, mais peut-être Maxime. On a peut-être pris chacun, on a un intérêt chacun intellectuel, culturel pour quelque chose, et un intérêt sportif pour quelque chose, et on a pris chacun un pan de ça probablement. Oui, après je pense que si moi un jour le vélo ça commence à m'emmerder, j'arrêterai certainement d'en faire, enfin de travailler là-dedans. De faire du vélo? Non, pas de faire du vélo, de travailler dans le monde du vélo. Ce serait très embêtant, parce que c'est ton moyen de locomotion. Parce que je n'ai pas de voiture. Oui, exactement. Je disais, ouais, toi Pierre, du coup, Alors moi, je te retourne la question, du coup, vivre de sa passion. Moi, je l'ai souvent dit, ça surprend souvent, mais je n'aime pas l'histoire, en fait. Ça t'intéresse pas? C'est vraiment quelque chose qui t'ennuie, quoi. Non, mais pas là, mais créer une association. C'est vraiment quelque chose. Non, vraiment, si je pouvais. Non, il y a plein de pans de l'histoire que j'apprécie pas, mais comme. Enfin, l'histoire est assez complète. Moi, j'apprécie pas tellement les reportages. Enfin, je suis pas comme toi, Maxime, où quand j'étais gamin, je regardais des choses à la télé. Moi, là-bas, je voulais aller en licence de maths, en plus, à la place de licence d'histoire, donc rien à voir. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, je voulais aller en histoire des États-Unis. Et comme c'était Jean-Noël Gamal, j'avais trop peur. Du coup, j'étais en histoire du Liban. C'est-à-dire que Jean-Noël Gamal me faisait plus peur que le Moyen-Orient.
C'est dire, je dis vous. C'est dire. Et pourtant, c'est quand même un professeur qui était brillant et très Ouais, mais intéressant, très accessible, voilà. mais qui en imposait. Et après, en effet, pour reprendre ce que dit Aude, je pense qu'à un moment donné, mon sujet m'a passionné. Contrairement à Aude, et plus comme Maxime, c'est devenu quelque chose à côté de mon travail. Et s'il n'y avait pas ce côté passion, quand tu rentres d'une journée de boulot, tu bosses pas dessus, quoi. Mais la passion s'arrête. Voilà. Très bien. Et toi, moi, t'as un sujet passion? Je crois que c'est pas un sujet passion, c'est que je crois que je suis. Les nazis. Moi, je crois que ma vie, mon œuvre, c'est une passion. Oh là là. Non, mais enfin, je crois que je suis du genre à être assez monomaniaque en série. J'ai quelque chose qui m'intéresse et je vais y dédier toutes mes ressources, mon temps, mon argent, mon énergie. C'est quoi en ce moment du coup ta passion? Là, j'ai grand intérêt pour l'histoire lorraine. J'ai fait une série d'émissions de radio sur les grands noms de l'histoire lorraine et j'ai l'idée de raconter l'histoire de la Lorraine avec des vidéos. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer et c'est quelque chose, j'y consacre énormément de temps. Enfin, je peux vraiment dédier beaucoup de temps et que ce soit mon travail ou pas, peu importe. C'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire. Et après, j'ai d'autres centres d'intérêt. Enfin, ponctuellement, avec tel groupe d'amis, il y a un projet de vidéo à faire, il y a un événement à tenir, il y a une animation à faire. Oui, je vais m'y dédier cœur, corps et âme pendant le temps qu'il faut. Et puis ensuite, je produis ce qu'il faut, quoi. Je me dédie à ma passion comme il faut, quoi. C'est beau. Ça, c'est pas mal. Avec toi, il faudrait toujours vivre. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. On va continuer à parler passion, puisqu'on va parler musique. Vous êtes fan de Muse, de Chaka Ponk, mais aussi d'Eddie Mitchell. On peut dire que vous avez des goûts particuliers, mais ce sont vos goûts, donc on les respecte, mais c'est quand même pas ouf. Et Pierre vous propose d'aller plus loin avec son célèbre playlist historique. Et oui, vous connaissez peut-être pas exactement le principe du jeu, donc c'est un jeu musical, bien sûr. C'est un jeu musical dans lequel je vais vous décrire des paroles d'une chanson, son contexte historique, vous la présenter d'une manière détournée, vous traduire les paroles de manière approximative. Bref, laissez-vous porter par la description. Votre objectif, c'est de retrouver l'interprète et ou le titre. Ça roule. Okay. Donc je vous présente une chanson et vous me dites c'est ça. Première chanson, c'est une traduction. Donc là, je vais vous donner des paroles en français et il faut retrouver la chanson. C'est donc une chanson de parole français au départ? Je ne sais pas si je réponds à cette question. D'accord. Je répondrai plus tard si vous galérez. Bien sûr, bien sûr. Chanson numéro 1, c'est parti. Tu dis noir, je dis blanc. Tu dis aboiement, je dis morsure. Tu dis requin, je dis hey mec. Les dents de la mer n'ont jamais été ma scène. Je n'aime pas la guerre des étoiles. Tu dis Rolls, je dis Royce. Tu dis Dieu, donne-moi le choix. Est-ce que ce sont les Beatles? Ça ressemble à Yes et No des Beatles. C'est pas du tout. J'aurais dit du tronc, des trucs comme ça. Tu dis Seigneur, je dis Christ. Je ne crois pas en Peter Pan, Frankenstein ou Superman. Tout ce que je veux, c'est bicyclette, bicyclette, bicyclette. Je veux faire de la bicyclette, Queen. de la bicyclette, de la bicyclette. Et c'est validé pour Queen avec évidemment Bicycle Race. Bicycle Race. C'est parti. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Bien joué pour avoir trouvé donc Queen Bicycle Race. Donc il n'y a pas eu de perte de traduction, c'était vraiment, j'ai juste traduit de l'anglais au français, c'était assez simple. Je dis aboiement, je dis morsure, tu dis requin, je dis émec, etc. etc. Bien joué pour cette première, donc le vélo évidemment pour Maxime. J'avais reconnu. Chanson numéro 2. Nous recherchons un album écrit et composé notamment par Jean-Jacques Thibault et Thierry Héliez, sorti le 9 décembre 2004. Il est présenté comme une légende musicale inspirée de la légende arthurienne. Et là, on a l'air bien malin. Et là, on a l'air malin, effectivement. Nous avons Patrice Carmona qui est Lancelot du Lac, Jenny McKay qui est Guenièvre, Kurt Klose qui est Merlin, Julie Victor qui est la fée Viviane, Thierry Héliez c'est quoi la question, Gauvin. Il faut trouver la chanson en question. Quoi. Voilà, je vous décris... T'as dit un album, non? On cherche une chanson. Un album, là, on cherche un album. Alors, on vous le dit non. Julie Victor, donc la fée Viviane, Thierry Héliez Gauvin, Pascal Laffa Perceval, Audrey Lavergne Morgagne, Pablo Villafranca et le roi Arthur. Est-ce que vous avez le nom de cette légende musicale? Pas du tout. La table ronde, quelque chose comme ça. Ouais, on n'est pas loin, mais
le nom de la compositrice principale éventuellement. Elle a une discographie s'étendant des années 1970 aux années 2010. C'est une violoniste qui a écrit un livre s'appelant L'aventurière de l'archer perdu. Une violoniste. Oh, jeu de mots. Elle a participé également à l'émission Mask Singer en 2024 dans le costume du lémurien. Ah oui, je me souviens. Est-ce que vous l'avez? L'émission, je l'ai pas déjà. Si. Là ça commence. Mais bon, voilà, ça ne reviendra jamais. Mais Eh ben écoutez, on va écouter Lara Fabian. L'extrait. Ce n'est pas Lara Fabian, mais le mot Lara est présent. Lara. Et ben c'est son nom. Et c'est donc Catherine Lara. Catherine Lara, et c'est une très bonne réponse. Et on écoute tous les secrets du monde de la comédie musicale, la légende musicale Graal. Et voilà, sorti en 2004. Mais c'était horriblement dur. Mais oui, Ouais. mais tu sais, Pierre, que c'est toujours extrêmement dur ce que je propose. Voilà, donc Est-ce que t'as pas les réponses non plus? Ah non. Ah bah non. Là, j'ai les chansons devant moi. Parce que pour information, on est sur une technique un peu plus artisanale. Donc j'ai juste chanson 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, vraiment. ok. Et voilà, donc c'était tous les secrets du monde composés, écrits par Catherine Lara. Inconnu, Fort bien. cette légende musicale. Donc en 2004. En 2004, voilà. Année de l'euro. C'est une C'est légende ça, musicale. Portugal. Je sais pas si c'était un Victoire de la très Grèce. Contre la Grèce. 1-0. But de la 1-0. tête. Sur un corner. Angelos Charisteas de la tête. On cherche l'interprète de la troisième chanson qui est écrite sur une musique de Pierre Papadiamandis, on parlait de la Grèce à l'instant, parue en 1987. Le mois dernier dans Quoi de neuf docteur, nous recevions Margot Forel et Vincent Didlot, 2 étudiants en master, et donc Vincent qui fait un mémoire sur la guerre d'Algérie et la perception étudiante à Nancy dans ces années-là. Réécoutez si vous voulez. J'ai hésité à placer cette chanson dans le jeu de la playlist historique, mais je me suis dit que j'allais la garder pour cette émission, pour une raison bien précise. Cette chanson rappelle que le début des années 60 n'a pas seulement été pour les jeunes gens de sa génération l'avènement du rock'n'roll, les filles et les surprises parties, mais que ces années d'insouciance étaient aussi celles de la mobilisation des appelés du contingent pour la guerre d'Algérie, les affrontements entre OAS et FLN. Je vous décris un petit peu les paroles. Il n'y a pas que le sable qui sent chaud, il y a surtout le grain de ta peau. M'apprendre à tuer quand je veux t'aimer et rester ici, tous dans le même bateau, je préfère les naufrageurs. L'Algérie c'est beau, oui, mais vu du Sacré-Cœur, 60-62, quelque part ça me fait peur. 60-62, il n'y avait pas que des rockers. Terrorisme et OAS, info d'époque RAS, la vérité sur ces années est encore tabou. C'est les paroles de la chanson, ça? C'est les paroles de la chanson. Moi, j'y arrive jamais. Hein. Eh ben, écoutez, Ouais, je vous propose qu'on écoute et vous allez trouver l'interprète. C'est parti. Mais il m'a dit en préambule que c'était le plus dur. Hein. Eddie. Ben, du coup, oui. Je la connais pas, désolé. Désolé, Eddie. Voilà, donc c'est Eddie Mitchell avec 60-62. Et donc il revient sur cette période pour expliquer que ouais, cette période-là, elle est un peu contrastée quand même pour les. C'est pas que la belle période pour les jeunes, les yéyés, tout ça. Bah non, c'est quand même aussi terrorisme, Algérie, guerre, contingent. Etc. Mais d'ailleurs, il en a parlé dans une interview il y a pas si longtemps à la radio, où il parlait de cette période-là, effectivement, qui était pas funky. Bah non, en fait, ouais, pas tant, quoi. Pas tant. Coup d'état, tout ça. Enfin, ouais, non, c'est vraiment pas terrible. Donc c'était Eddie Mitchell, donc en référence donc à Vincent Didlot. On le salue, on l'embrasse. Bravo à ceux qui n'ont pas trouvé cette réponse. Mais en fait, en règle générale, on trouve pas. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Mais c'est pour les auditeurs, les auditrices. Je pense que certains avaient évidemment tout de suite reconnu Eddie Mitchell, 60-62. Quatrième chanson, nous cherchons une chanteuse interprète connue pour sa voix rocailleuse, d'après Wikipédia, qui rencontre le succès avec la sortie de son premier album The World Starts Tonight en 1977. Le soupir de désespoir était extrêmement profond, c'est pas le titre de la chanson. Je vous traduis les paroles de son hit de cet album The World Starts Tonight. J'étais perdu en France, dans les champs les oiseaux chantaient. J'étais perdu en France et le jour commençait à peine. Alors que je me tenais là sous la pluie du matin, j'ai eu un sentiment que je ne peux pas expliquer. J'étais perdu en France, amoureuse, etc., etc. Si j'ai mis cette chanson, c'est pour une raison précise, parce que nous cherchons une chanteuse-interprète du Pays de Galles. À la voix rocailleuse qui plus est. La voix rocailleuse qui plus est. Du Pays de Galles, mais malheureusement, bon. Donc il n'y a pas que des moutons. C'est pas la chanteuse de Zombie? C'est pas la chanteuse de Zombie, non. Parce qu'elle est irlandaise. Ouais, je sais pas. Mais elle est pas galloise. Elle chante anglais. Chanteuse galloise. Chanteuse galloise des années. Est-ce qu'on écoute l'extrait de la chanson et puis on se dit ça tout de suite? Allez, c'est parti. Et je pense que évidemment les auditeurs auront trouvé la chanson Lost in France. Ah non, c'est inconnu. Je suis vraiment désolé.
Donc j'ai mis évidemment cette chanson pour Aude, qui a fait sa thèse en co-tutelle avec l'université de Bangor. Tout à fait. Mais c'est qui du coup? La voix rocailleuse. La voix rocailleuse de Bonnie Tyler. Tout le Oh, monde c'est aura Bonnie reconnu. Tyler, d'accord. Et évidemment, Bonnie Galloise, Tyler est Bonnie Tyler. galloise. Voilà. Il y avait d'autres groupes qui étaient vraiment beaucoup plus compliqués. Et voilà, une chanson très facile à trouver. Tu connaissais cette chanson? Mais bien sûr. Bah, bien mais sûr. Bonnie Tyler. Mais Bonnie Tyler, oui, mais Et- galloise, je ne savais et pas. voilà. Je ne savais Et pas. on l'embrasse. Bien sûr. Toujours. Et je pense que c'est vraiment le playlist historique le plus dur que j'ai jamais composé. Mais c'est toujours en référence à vous. Donc. Ouais, mais du coup, mais c'est on a juste beau le humiliant. savoir. Vous avez des... C'est humiliant, mais c'est plus dur. Cinquième chanson, nous recherchons le titre d'une chanson britannique, un grand classique de la musique New Wave de 1982. Le titre de cette chanson fait référence à un lieu mythique de la littérature arthurienne, le lieu Avalon. où est emmené le roi Arthur après sa dernière bataille à Camlan, et c'est validé pour Avalon. Est-ce que vous avez le nom du groupe? Ouais. Oui, mais C'est Police. C'est non. Dire Street. absolument pas. C'est Non, c'est un U2. groupe. C'est un groupe dont on n'a pas le nom tout de suite. Ouais, le chanteur, compositeur principal est très connu, Brian Ferry. Mais là, ça me dit quelque chose. Avalon. Et donc, le groupe c'est Roxy Music. Oui, c'est Roxy Music. Évidemment. Tout Ah à non, ça me fait. dit rien. Et le clip vidéo de la chanson a été réalisé par un certain Ridley Scott. Ah, Ah. tout Et on s'explique. retombe toujours sur nos pattes. Donc voilà, c'est l'île où vivait supposément la fée Morgane. Et donc le chanteur Brian Ferry qui décrit l'île comme l'île des enchantements, un endroit fantastique, très romantique. Et il déclare que c'était l'album le plus romantique, le plus onirique qu'il ait jamais fait. Donc voilà, on voit sur la pochette de l'album la compagne de Brian Ferry, Lucy Elmore, portant un casque à pointe avec un faucon perché sur sa main gantée, évoquant le dernier voyage du roi Arthur sur la terre mystérieuse d'Avalon. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, et je suis fière d'avoir eu cette réponse. Bien joué, Vraiment. Aude. Donc, c'était une question qui t'était dédiée, Oui, néanmoins, mais tu bon. l'as eu très très vite. Dernière chanson. Nous recherchons une chanson décrivant la victoire de Robert le Bruce, roi d'Écosse, sur Édouard II, roi d'Angleterre, lors de la bataille de Bannockburn en 1314. Une chanson. La chanson exhorte les Écossais d'aujourd'hui à se relever en tant que nation indépendante et à se souvenir du jour où leurs ancêtres ont dissuadé Le les envahisseurs Flower of anglais Scotland. d'Édouard. Évidemment, on écoute le Flower of Scotland. Oh, flower of Scotland. Bien joué. Mettre la main sur le cœur. Voilà. Will we see? Donc, là, en l'occurrence, c'est interprété par Henriette Norman. Et c'est l'hymne national. C'est l'hymne C'est officieux. l'hymne écossais, tout à fait. C'est une chanson qui est composée par le groupe The Corries en 1967, qui est rapidement devenu un hymne national officieux de l'Écosse, utilisé comme hymne de l'Écosse pour la première fois en rugby lors d'une rencontre officielle en 1990. Et c'est donc le fameux Floir na Halba en gaélique écossais, Flower of Scotland en Scott. Et donc Flower of Scotland, on écoute ça. Et Maxime a eu la main sur le cœur l'ensemble de la chanson. Ça claque. Ouais. Mais Et- Maxime n'a pas trouvé la chanson. Non. entendu. Mais je savais pas que c'était par rapport à Robert. et voilà. C'est le C'est bon pas, vieux c'est Robert. pas faute de l'avoir expliqué, mais c'est pas grave. Le petit. C'est fameux. Une chanson qui exalte les principaux thèmes de l'unité écossaise, qui décrit les paysages vallonnés des Highlands, qui exacerbe la rivalité avec l'Old Enemy anglais. Évidemment, le Flower of Scotland. Là, j'ai pris une version, mais il y en a évidemment des tonnes. centaines. Amy MacDonald, notamment. Et entre autres, parce que vraiment, vous écoutez le stade de Murrayfield en Écosse qui interprète A cappella. ça. A cappella. C'est beau. Absolument. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. C'est de toute beauté. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. On est toujours sur la 5e émission de Code 9 Docteur, 6e émission pardon de Code 9 Docteur avec Aude Martin et Maxime Vachot. On reprend notre jeu des tournées historiques. Et pour cette dernière tournée, je vous pose une petite question. Qu'est-ce que Montesquieu, Jean-El Gamal et Émile Gallet ont-ils en commun? Ce sont des hommes. Ah, En merci. dehors de ça, Ils sont venus à Nancy. Le même prénom. Jean-Émile. Non, pas du tout. Montesquieu. Est-ce qu'on a le prénom de Montesquieu? Michel, Robert, Wilfried. Kevin.
Wilfried Joe Montesquieu. Steven Montesquieu. Steven, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont en commun Nancy. C'est toi qui as mentionné Nancy. Oui, ils ont un truc en commun avec Nancy. Avec Nancy. Ils ont habité dans le même appartement. En même temps. En même temps. Montesquieu, c'est... Jean-El Gamal et Émile Gallet. Émile Gallet. En fait, ils sont de la même famille. Ils ont... Pas du tout. Non. C'est en rapport avec Nancy, avec l'agglomération nancéenne. C'est en lien avec quelque chose qui est à Nancy, ouais. Vous avez étudié au campus lettres. L'Excelsior. Non. Et non, Ils ont leur portrait à l'Excelsior. Jean-El Gamal. Dédicacé. Non, ils ont... Jean-El Gamal, qui, on le rappelle, pendant que vous cherchez, est professeur d'histoire contemporaine, émérite, puisque depuis quelques années, il a pris sa retraite, il était au campus lettres de Nancy. Ouais. Voilà. Histoire contemporaine, spécialiste d'histoire politique, histoire de la France, des États-Unis, donc tout à fait. Des petits pays sympathiques, quoi. Et ça ne nous indique pas plus sur le lien. Ça nous aide petit à petit. Pas trop de cheveux. Non. Ça dépend des moments de la vie en plus. C'est vrai, ça. Montesquieu, je pense. Je sais pas, il avait une perruque. Mais... Tu le connais personnellement ? Non. Ouais. On l'appelait même Monte tes cheveux. Oh là 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 là. On en est à ce niveau-là dans Quoi de neuf, docteur ? Aïe aïe aïe. On est sur des jeux de mots 2.0. Non, mais ce sont des... Ils ont habité à Nancy. Ils ont fait leurs études au même endroit. Non. Vraiment, et puis vraiment, vous partez pas du tout dans le bon sens. Donc je vous laisse parler. Hein, ils ont fait... En termes de timing, ils ont participé à une association... On s'approche. Pour pas faire sortir l'histoire. D'en parler. Pas d'histoire. Une association ? Ouais. Politique. Mais c'est pas une association, c'est une structure. Une structure associative. Pas associative, toujours pas. Je l'ai. C'est bon. Ah. C'est une structure, oui. Ça va. C'est une structure pas associative. Tout à fait. C'est une pas associative. Vas-y, Pierre, dis-nous. Ce sont 3 présidents. D'histoire d'en parler. Pas présidents. Ils ont tous participé à l'Académie Stanislas. Tout à fait. Oui, forcément. L'Académie Stanislas, qui je le rappelle, est une société savante fondée le 28 décembre 1750 par Stanislas Lewinsky, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, ancien roi de Pologne, sous le nom de Société royale des sciences et belles-lettres de Nancy. Elle siège dans l'ancien collège des Jésuites, bâtiment qui abrite à l'université de Lorraine, jusqu'à sa suppression temporaire par la Convention de 1793 et qui aujourd'hui accueille la bibliothèque municipale de Nancy. Elle est reconnue d'utilité publique depuis le décret du 21 juin 1864 et Jean-El Gamal vient d'être nommé président de l'Académie Stanislas. Impressionnant. Impressionnant. Voilà, c'était une petite question histoire locale, c'était un petit fun fact. C'est bien, c'est validé. Trouvé dans l'Est républicain. Okay. Pour rester mes sources. On les embrasse aussi. Oui. On est donc vieux maintenant. On n'est plus étudiant. Quel bilan on peut faire de cette période-là ? Alors déjà, on n'est pas vieux, c'est-à-dire si tu inclus, je vais m'exclure de ça, mais je vous laisse être vieux entre vous si vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. On est vieux à partir de quel âge ? À partir de plus de 25 ans. À partir du moment où on commence à dire, ouais, quand même, c'était mieux. Quand même, on est vieux. À partir du moment où on se couche à 21h. Ah oui, bah là, forcément. Est-ce que tu peux, répéter ta question ? Quel bilan on fait de ces années de fac ? Bon, c'était une belle période. Moi, je me suis bien amusé. J'ai appris plein de choses. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Genre, tu t'en souviendras toute ta vie de ce savoir-là ? Alors là, tu me prends un peu... au dépourvu, oui, c'est le but de cette émission. Je me rappelle... pas du tout. J'ai rien qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire la création d'une association d'histoire ne te paraît pas dans les... Non, c'était plus un savoir que tu aurais eu en cours. Un savoir en cours. Moi, je me souviens, par exemple, d'un travail qu'on avait dû faire sur le cimetière du Sud, où en fait on avait dû inventorier tous les soldats morts au cimetière du Sud de Nancy et puis faire leur petite biographie et de la Première Guerre mondiale, soldats morts de la Première Guerre mondiale. Très chiant. C'était intéressant. Non, je sais plus. Attends, il faisait froid, il pleuvait. C'était contrasté. C'était contrastant. Mitigé. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait les soldats qui sont morts pour la France à Nancy souvent sont morts soit à l'hôpital, soit bêtement, quoi. Du style, je me suis fait renverser par un camion de l'armée, quoi. C'est vrai. Voilà. Il n'y avait pas de mort sur le front. Non, très peu. J'étais blessé sur le front. Parce que Nancy n'a pas été directement sur le front. Voilà. Donc c'était un petit savoir, je me souviens. Est-ce que vous... quel bilan vous faites de cette période, Aude ou Pierre ?
Moi, je fais un bilan absolument positif parce que je reste dans cet environnement-là et que j'ai décidé de rester dans cet environnement de la fac. Ça m'a permis de découvrir que j'adorais apprendre des choses et que j'avais envie de continuer à apprendre des choses. Parce que je pense que passer du côté recherche puis du côté enseignement, c'est pas juste devenir maître de quelque chose, c'est continuer à apprendre pour soi des choses aussi. Et donc non, c'était vraiment que des cours passionnants, des choses vraiment, enfin, à part le C2I qui était un peu compliqué, mais sinon, je me souviens de ce cours qu'on avait avec une professeure qui était tout à fait passionnante. Madame Jacques Minet, qui nous faisait un cours sur Shakespeare et qui était, enfin, un cours d'écriture et de rédaction et qui était elle-même en recherche sur Shakespeare, etc. Et Shakespeare étant quand même la figure majeure quand on fait des études de littérature britannique et c'est des fois un peu difficile de s'accrocher, qui nous avait dit pendant un cours, non mais de toute façon, on s'en fiche, on sait même pas s'il a existé, donc ne vous formalisez pas vraiment, c'est pas grave. Et ça m'avait marqué, et ça m'avait aussi, déjà ça nous avait fait beaucoup rire, et ensuite ça m'avait marqué de me dire qu'il y a quand même beaucoup de professeurs qui sont qui restent qui rendent leur recherche très accessible, leur travail très accessible. J'avais trouvé que c'était une approche agréable et intéressante pour des étudiants de rester très terre à terre comme ça. Voilà. Bah, peut-être pour rebondir sur ta question, moi c'est l'idée que c'est pas seulement les enseignements, c'est aussi toute la vie sociale qui va avec. C'est extrêmement stimulant de voir des gens qui ont envie de faire progresser leur cerveau, qui se retrouvent pour des enseignements, qui vont à la bibliothèque universitaire, qui partagent des cours, des moments sympas. Enfin ça c'est tout un environnement, tout un écosystème social qui est très chouette. En l'occurrence nous c'est en littérature, en langue, en sciences humaines, etc. Mais c'est la même chose pour les autres domaines, quoi. Et sur des enseignements, oui, j'ai des cours qui m'ont marqué. Et toujours ce truc de des cours que j'ai gardés, enfin que j'avais fait en format papier, que j'ai gardé, des cours que j'ai trouvé très intéressants, justement sur l'histoire politique de la France et des États-Unis, de Jean-Yves Gamal notamment, des cours que je relis avec plaisir en me disant c'était quand même cool, quoi. Enfin c'était intéressant, et des choses que je vais actualiser. Par exemple certains cours où je me dis tiens ça c'était bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles, enfin là tel auteur qui avait été tel écrivain, tel chercheur, chercheuse qui avait été mentionné, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et en fait, c'est continuer à entretenir cette réflexion-là, quoi. J'ai des souvenirs de cours d'histoire de la justice qui étaient passionnants avec Madame Laurence Guignard, que je salue évidemment. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent dans la vie d'étudiant? L'insouciance, ouais, on était jeunes, quoi. On était des gamins, donc c'était plus sympa, la vie était plus sympa. T'as le droit de continuer à être un gamin si tu veux. Ouais, non, tu mais le fais très bien. Ouais, je vois pas c'était quoi les changements. Quelle est la différence, on ne sait pas. Maintenant, voilà, il y a le boulot, il y a les impôts. Ouais, puis il y a les bouchons, etc. Non, mais t'es devenu végétarien aussi. Exactement. Non, pesquitarien. Avant, on mangeait quand même au quick. Kebab. Au quick. Ouais, on a une photo Guillaume au quick. Au quick. Ouais. Je me rappelle plus. On s'embrasse. Des choses qui me manquent. Moi non, pas spécialement, parce que comme je disais, j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler dans cet environnement-là. Tout ce que j'ai trouvé très chouette, je peux continuer à le vivre et à l'appliquer. Donc j'ai pas de, et puis ce que j'ai trouvé peut-être moins chouette, ou en tout cas j'ai plus besoin de faire mes devoirs de la même manière et j'ai plus besoin de passer d'examen. Et ça ne me manque pas vraiment. Donc je suis contente de les préparer. Moi ça me manque, ça, de faire une grosse disserte de 4 heures. Oh là, ça me manque pas du tout. Sur un sujet que je maîtrise. Ouais. Par exemple, pas l'histoire antique pour moi. L'Europe et la mer. Bruno Maes. Hop. Ouais. J'ai jamais eu ce cours. C'était en 2e année. Ouais. Mais oui, non, mais il y a un côté, il y a des contraintes effectivement avec la vie étudiante, les partiels, des appréhensions, des choses comme ça. Et puis moi, de mon point de vue, j'ai passé 5 ans, donc 2009-2014, et j'y suis revenu un petit peu après pour en reprise d'études. C'était bien, mais je me suis dit, faut pas que j'y reste trop longtemps non plus en tant qu'étudiant, parce qu'il y avait des contraintes effectivement de produire des choses, bien sûr, des dates données. En fait, c'est des échéances où quand on est passé un peu de l'autre côté professionnel, c'est des contraintes qui sont pas forcément. C'est bien d'y être passé à l'époque où on y est passé, quoi. C'est-à-dire on sortait du lycée, etc. C'était bien. Après, moi, ce qui me manque, je voudrais rajouter, c'est le fait d'apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est parce qu'on était là, on apprenait, tout ce qu'on apprenait, c'était quasiment nouveau pour nous. Et est-ce que du coup, vous êtes content qu'il y ait certaines choses que vous avez arrêtées, il y a des choses où vous dites c'était quand même pénible à la fac, quoi?
Tu parlais par exemple des partiels. Moi je parle des partiels, c'est pas pénible, comme tu dis, quand on est dedans, on les fait, les examens, et on sait qu'on est là pour ça en fait. On sait qu'on est là pour ça, donc on y va quand même en ayant au maximum préparé. Pas forcément bien comme il faut, mais ça je suis contente de ne plus avoir à le faire, moi. Et en passant de l'autre côté, je suis contente d'être de l'autre côté à ce niveau-là, en tout cas, de pouvoir préparer des cours et un peu comme Pierre le disait, une fois qu'on passe un peu de l'autre côté, que ce soit à plusieurs niveaux d'enseignement, on peut plus se permettre d'avoir le choix de ce à quoi on veut s'intéresser comme période, comme domaine, etc. Et de pas avoir la contrainte d'avoir à apprendre tout un cours de civilisation américaine en première année, par exemple. Ça, c'était pas forcément mon domaine. Et après, il y avait aussi les certifications. On parlait d'informatique tout à l'heure, de langue, des choses comme ça, où on se dit, il faut le faire pour la vie professionnelle, mais vraiment, c'est pas des cours qui sont incroyables, qui sont stimulants. Non. C'est des choses très générales et que oui, il faut faire, ça prend du temps. Voilà, c'est des petites contraintes comme ça où on se dit, on n'est pas toujours bien noté. Puis c'est pas toujours facile d'en voir l'intérêt direct en fait. Tant qu'on est en licence, ça dépend à quel âge, mais quand on est en licence à un âge, je suis d'accord avec toi. C'est le débat là qu'on a avec le cimetière du Sud, par exemple, parce que cet exposé-là, moi en tant que doctorant ensuite, m'a servi. Okay. Puisque derrière, on a travaillé sur Mémoire des hommes. Sur du coup des dossiers de mort, etc. Bien sûr. Donc on a pris connaissance d'un outil qu'on a maîtrisé et derrière qui sert. Mais en effet, quand on te dit t'as 100 tombes où tu dois faire la biographie, c'est pas funky. Mais c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça permet de prendre du recul. Oui. Moi, c'est vraiment la vie étudiante. Je suis moins comme vous. Je trouve que c'était pas méga stimulant collectivement. Effectivement. Je comprends. Des fois, c'était un peu médiocre. Des fois, on se tirait un peu vers le bas. Je comprends. Donc voilà, ça me manque pas. Ça dépend qui. On n'a pas tous eu la même vie étudiante, peut-être. Moi, je traînais avec Maxime, donc. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'évitais, alors ça allait mieux. On avait des super collègues en troisième année, c'était assez sympa. Non, mais là, on va faire. En plus, ce qui est bien, c'est qu'après, on est dans le excusez-le. Mais moi, il y avait un truc qui me rendait barjot. C'était vraiment, pour des futurs profs, personne voulait faire des exposés à l'oral. Ça me rendait fou, quoi. Mais je pense que ça implique plusieurs des expériences différentes de promos et de groupes qu'on a eu. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Moi, je sais que j'ai eu une promo de master, surtout en M2, qui était exceptionnelle. Et donc, c'était un super groupe, donc ça donne envie de continuer. Mais après, ça n'arrive pas à tout le monde et à toutes les promos. Ça reste un lieu social avec ses contraintes, avec Exactement. aussi ses conditions, avec si on est 15 dans une promo ou si on est 150, c'est évidemment pas les mêmes manières d'enseigner, de se faire des amis, de se faire un groupe. Et des fois on tombe sur des gens géniaux qui restent des amis à vie, des fois c'est des gens de passage. Et effectivement, comme tu disais, des fois il y a ce truc de ça marche, c'est stimulant, et de toi on le fait parce qu'il faut le faire, et on passe à la suite, quoi. Mais c'est de la chance aussi, quoi. C'est aussi des conditions d'enseignement, c'est aussi des moyens qui sont alloués, c'est des fonds là, je parle un peu de fonds de l'université, mais c'est se dire là, cette promo là, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on mise dessus parce que ça vaut le coup. C'est intéressant qu'on ait des gens qui étudient tel sujet de niche, quoi, entre guillemets, quoi. Et puis il y a toujours quelque chose à en retirer, quel que soit le contexte, je pense. Bref, c'est un repas de famille classique qui part en couille. Et pour que ça parte en couille, il faut une bonne équipe. Il faut un père qui n'aime plus sa femme et qui fait avec. Une mère qui n'aime plus son mari et qui fait du ragoût. J'ai fait du ragoût. Un oncle un peu vulgaire. Je reviens des chiottes, n'y allez pas avant 2 heures. Une tante qui s'excuse. Excusez-le. Un frère complice. Et moi. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Cette dernière partie qui s'appelle donc Excusez-le, qui est cette phrase un peu dans l'épisode bref. Quand le tonton raciste dit mais voilà, on sait de qui je parle. Excusez-le. Et du coup, où sa femme dit excusez-le. Donc on vous propose dans cette dernière partie de partager un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation culturelle ou scientifique, partager une anecdote insolite, tout simplement raconter sa vie. Bref, c'est excusez-le. Je sais pas si un de vous deux veut commencer, ou même Pierre. Allez-y. S'il faut faire un petit coup, excusez-le, je peux me lancer comme beaucoup de gens qui travaillent sur le Moyen-Âge et sur le médiéval le feront ou le feraient ou l'ont déjà fait. Mais je profite d'être un petit peu plus spécialiste que certains sur le Moyen-Âge maintenant pour
pour demander qu'on arrête, et ça se fait de mieux en mieux, mais qu'on arrête de reprendre et de dépeindre le Moyen-Âge comme quelque chose de noir et blanc, de triste, de sale et de désagréable à vivre, parce que c'est pas vrai. Et il y a encore beaucoup de films et de séries et de choses qui sortent et qui nous montrent un Moyen-Âge terne, triste, violent, mais quand même toujours avec des hommes très costauds, très barbus et très beaux gosses. Et donc, bon, il y a quand même un espèce de manque de réalisme là-dessus. Et j'aime bien le remettre en avant à chaque fois On en a marre que les hommes soient beaux gosses, quoi. Ben, on en a marre que les hommes soient trop beaux gosses, déjà. Arrêtez, arrêtez. C'est d'un irréalisme fou. Quand on sort du cinéma, après, on est déçu. Non, mais... Ouais. Surtout quand on traîne avec Maxime. Est-ce que du coup, t'as une œuvre culturelle qui, pour le coup, selon toi, respecte les codes du Moyen-Âge ? Qui, selon moi, respecte les codes du Moyen-Âge. Je dirais pas qu'il respecte les codes du Moyen-Âge, parce que j'aurais pas en tête là tout de suite. En partie. Mais... Sacré Graal. Sacré Graal. Non, mais en vrai. En termes de couleurs, c'est plutôt pas mal. Sur l'aspect coloré, en fait, pas réalisme de la période, parce qu'en plus, je suis pas historienne, donc je suis pas spécialiste de ça. Mais sur un intérêt pour la culture, la littérature, et ben, réellement, tout ce qui casse un peu ces codes de tristesse et de noirceur, donc les Monty Python sont une bonne référence. Excalibur de 81 est aussi un très bon film, peut-être. Mais ça, c'est des films littéraires, donc ça rejoint pas trop ça, mais c'est des films qui montrent un peu plus de couleurs. Et saviez-vous qu'il y a un Perceval avec Fabrice Lucchini et André Dussolier, qui est une expérience à vivre, je pense, plus qu'autre chose, mais en tout cas qui permet d'avoir un point de vue très 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 différent en tout cas sur la littérature au Moyen-Âge, parce que c'est ça qui me concerne moi. Et évidemment, allez lire Michel Pastoureau ou allez l'écouter en conférence, parce qu'il parle tellement des couleurs que c'est... Et du coup, toi qui es fan de Kaamelott, d'Alexandre Astier... Bien sûr. Et je pense qu'Alexandre Astier a dû lire beaucoup de littérature médiévale. Oui. Qu'est-ce que tu peux en dire ? De Kaamelott ? Oui. Je pourrais faire un podcast de 3 semaines entières sur Kaamelott. L'idée est lancée. L'idée est lancée. Non, il y a beaucoup de gens qui parlent déjà de Kaamelott et qui le font très bien, mais Kaamelott apporte une pierre à l'édifice que moi je trouve est très intéressante et au moins apporte encore une fois un cassage des codes avec quelque chose qui est décalé, pas triste, pas violent, dans la violence qu'on voit habituelle. En fait, c'est surtout ça moi que je dénonce un peu ou qui m'énerve un peu. Donc l'aspect décalé pour cette conversation-là, c'est ce que j'en retire. Après, allez voir Kaamelott pour toutes les raisons du monde, parce que c'est une merveille. Et le film est très coloré. Le premier film qui est sorti dépeint beaucoup de couleurs, énormément de couleurs dans les costumes et dans les paysages qui sont vraiment, vraiment chouettes. Très bien. Donc tu veux de la couleur, mais tu veux pas des beaux gosses, quoi. Si je résume le propos. Si, on peut en garder quelques-uns. Beaux gosses, mais qui soient pas dans la masculinité, dans la virilité exacerbée. En fait, c'est la masculinité exacerbée et le copier-coller. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule version, peut-être, du beau gosse qui existe dans tous ces films un peu blockbusters, dont j'ai pas les titres en tête, mais Conan le barbare. Ce genre de choses-là, voilà. Après, on avait le dernier duel de Ridley Scott à l'époque, je sais pas si tu t'en souviens. Je m'en souviens. On avait fait un ciné-débat dessus. Oui, tout à fait. Vraiment, je pense que Ridley Scott, on va l'inviter un jour à faut qu'on mais je trouve que par exemple, ces personnages n'étaient pas particulièrement beaux. Non, c'est vrai. Ils n'étaient pas dans cette image de viriliste non plus, quoi. Non, ils étaient pas. Il y avait. Il y a quand même le pitch, c'est quand même laver l'affront d'une femme, on se taper dessus entre deux hommes, quand même. Ouais. Donc c'est assez viriliste. Ouais, mais c'est une histoire vraie. Enfin, oui, mais n'empêche. Et puis justement, si tu prends le film, il y avait plusieurs versions. Enfin bref, on reparle dans un débat de Ridley Scott. Non, mais j'avais en tête aussi toutes ces choses Game of Thrones, etc. Toutes ces choses qui ont un succès énorme pour des bonnes raisons. Mais je pense qu'il faut quand même les nuancer un petit peu des fois, évidemment. Sur un eau, à la bolette, sur un eau, à la bolette, sur un oranger. Alors ? Ah bah comme ça passe. Par contre, elle est chiante cette chanson parce qu'elle reste. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine? Est-ce que vous avez autre chose à vous excuser? Un coup de cœur, une recommandation, une anecdote sur votre recherche? Eh bien, écoutez, pas tellement. J'ai pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Un coup de gueule, peut-être, ouais. Des gens qui confondent histoire contemporaine, histoire moderne, quand on leur dit qu'on travaille en histoire moderne. Ah ouais, tu travailles sur le XXe siècle ? Bah non, pas du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'époque moderne ? L'époque moderne. Quel gros coup de gueule. Ouais, non, mais enfin, c'est un petit coup de gueule. Hein, je suis un petit historien. Excusez-le. L'époque moderne, donc c'est l'époque qui s'étend. Alors ça dépend. Chute de l'Empire romain d'Occident ou découverte de l'Amérique. D'Orient. Donc
D'Orient, pardon. Ouais. J'ai dit d'Orient. D'Occident. Oui. Donc fin 15e siècle jusqu'à la Révolution française ou les guerres napoléoniennes, donc fin 18e siècle. Voilà. Et donc l'époque moderne, t'as envie de la réhabiliter aussi pour Ouais, dire que c'est pas juste entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. Genre, c'est ça, il y a plein d'autres choses. Entre Christophe Colomb et la Révolution française, il s'est passé quand même des choses assez balèzes. Il n'y a pas que le 16e siècle avec François Ier, etc., les guerres de religion, il n'y a pas que Louis XIV. Il y a plein d'autres trucs super intéressants, plein de... Et justement, c'était un peu ça que je disais en introduction, parce que je me souviens qu'on avait eu ce débat. Et ça pourrait être un coup de gueule. L'histoire a aussi tendance à être trop dans le côté exceptionnel. Oui. D'un point de vue, c'est-à-dire on pense à Stéphane Bern, on pense à ces figures-là où on est très prosopographique, donc autour d'une figure. Et toi, au final, tu fais plus de l'histoire de la banalité. Enfin, c'est-à-dire on parle d'un type qui vient de Franche-Comté, qui arrive dans les Vosges. Et qui devient quand même un grand personnage. Après, ça vient aussi de mon ancien directeur de recherche, Laurent Jalabert, qui aime travailler sur, dans les faits, qu'est-ce qui se passait. Lui, ce qu'il aime bien, c'est, entre autres, c'est prendre les lois et puis regarder comment ça se passait concrètement sur le terrain, chez tout le monde, etc., chez les paysans, tout ça. Et c'est vrai que ça reste intéressant de voir le quotidien des gens. Ça reste de l'histoire. Travailler là-dessus. Tout à fait. Pierre. Donc, réhabiliter un peu l'ordinaire, quoi. C'est ça. Un livre sur les nazis, peut-être. Non, ça va. Là, j'en viens à bout quand on enregistre. Non, mais j'ai beaucoup de recommandations parce que je passe beaucoup de temps à lire des œuvres et à regarder des choses. Et effectivement, là, je me suis un peu penché sur les créations sur YouTube qui existent. Peut-être je vous recommanderai la chaîne Alteris qui propose des histoires alternatives. Donc, c'est un style assez particulier. C'est de l'Uchronie et c'est avec une certaine rigueur, une certaine méthodologie de se dire tiens, on essaye d'explorer ce qui serait passé si tel épisode, tel élément. Et des fois, c'est vraiment un tout petit fait et puis on va tirer le fil et ça va avoir des grandes conséquences. Et je trouve que c'est très bien illustré, c'est très riche, c'est stimulant intellectuellement et ça permet aussi de comprendre la méthode historienne, de se dire en fait comment on fait de l'histoire, comment on fait de la recherche, et on va pas juste se dire il faut que je dise quelque chose et ça s'applique dans la réalité. Non, c'est la recherche, c'est on a un sujet, on se dit peut-être que ça va être ça, peut-être que ça va pas être ça, et on explore et on teste, on fait des hypothèses et ça commence à se préciser. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec justement l'histoire alternative, l'histoire contrefactuelle ou l'Uchronie, ça dépend des types, c'est un petit peu différent. Mais voilà, donc Alteris pour ma recommandation culturelle. Et j'ai pas de coup de gueule particulier. Si j'ai un coup de cœur parce que c'est la Saint-Valentin, il faut quand même réhabiliter l'amour. Non, je sais pas, c'est bien d'être ensemble et de partager des moments aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on revendique avec l'association Histoire d'en parler. C'est pas seulement de créer des supports entre guillemets en ligne déconnectés où chacun est chez soi et puis on écoute ça dans la voiture et puis on atomise nos relations sociales. C'est aussi de réhabiliter les temps en vrai et de faire des temps d'échange où on prend un peu des risques. C'est ce qu'on essaye de revendiquer aussi un peu en ce moment, en disant on n'est pas sûr qu'on maîtrise le sujet, on vous propose une réflexion et on essaye de réfléchir ensemble et de devenir un peu meilleur, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'association Histoire d'en parler. C'est une très bonne transition parce que moi, mon coup de cœur, je suis en train de préparer un café débat sur le conflit israélo-palestinien. Oui. C'est quoi globalement, ce que tu peux résumer qui est quand même un peu complexe, sur 100 ans d'histoire, alors qu'on pourrait le prendre beaucoup plus long. Pour information, il y a un podcast qu'on a fait en 3 épisodes avec Dominique Vidal, qui est retrouvé sur notre chaîne Quoi de neuf Docteur au moment où l'émission en question sera mise en ligne. Et sinon, c'est un autre podcast que je conseille de Thomas Negdarov et de Jean-Pierre Falliou, en 6 épisodes de 15-20 minutes sur le conflit israélo-palestinien, et qui est très bien, que je vous conseille sur les Palestiniens, et qui est très bien parce qu'il est très nuancé. Je pense que c'est une période historique qui mérite de la nuance, puisque sinon on résume souvent à des idéaux politiques, et c'est intéressant d'amener un peu de nuance, et ils en ont fait un livre, les deux là.
Thomas Negaroff et Jean-Pierre Filu, c'est ça? C'est ça, tout à fait, qu'on peut retrouver au Hall du Livre, qu'on retrouve partout. Et du coup, mon coup de gueule, je vais le faire aussi sur le Hall du Livre. Non, mais c'est pas le Hall du Livre le souci, parce que c'est pareil dans les autres librairies. Moi, c'est vraiment justement cette utilisation de l'histoire qu'on peut voir en ce moment. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Alors, sur le conflit israélo-palestinien, c'est une horreur, parce que vraiment, chacun va publier son truc. Mais on prend, à un moment donné, on parlait de livres politiques dans les dernières émissions avec Perrine Sperrandio et Coco Pello. Là, maintenant, il y a même Elisabeth Borne qui écrit un livre sur son mandat de Premier ministre, etc. Donc, sans parler de Jordan Bardella, qui amène ses adhérents à ne pas acheter de livres dans des librairies, en contradiction avec le fait que les libraires voulaient pas vendre son livre. Bref, le livre devient un enjeu politique et je trouve ça très dommage. Et du coup, revenir à des choses un peu plus nuancées, c'est très bien. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule. Excusez-le, vraiment. Excusez-le. Non, mais du coup, que les librairies vendent des choses qui sont historiquement faux ou autres de Philippe de Villiers ou autre, ça me met hors de moi. Peut-être pour rebondir justement sur ton coup de gueule, c'est l'idée de partager vos livres. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de bien. De dire, cette personne, je vais lui donner mon livre, je vais lui prêter mon livre si vous avez envie de le récupérer, mais justement de créer du lien avec les livres, que ce soit pas juste un élément dans votre bibliothèque qui reste chez vous. Et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec Pierre autour de la table aussi. C'est, il me passe un livre en disant, tiens, ça va te parler, ça va te plaire, et ça fait des semaines que je suis sur plusieurs ouvrages, mais effectivement c'est riche et c'est intéressant, et c'est ce qui permet aussi d'avoir du lien social. Donc c'est pour réhabiliter aussi cette forme d'échange qui soit non seulement intellectuel, mais aussi ça permet d'avoir des liens avec les amis. Et des fois, en fait, on a des thématiques qu'on apprécie et l'autre nous passe un livre et en fait, ça marche pas du tout. Et puis on va dire, ok, mais en fait, ce livre, il m'a pas du tout plu, il était pas intéressant, etc. Mais ça fait de la discussion quand même, et c'est ça qui est chouette, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Ça me permet de rebondir sur mon dernier coup de gueule. Est-ce que tu pourrais me rendre mon livre, Pierre, s'il te plaît? J'y pensais exactement à ce moment-là. C'est la fin de cette émission. Et voilà. On en parle. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle avant qu'on passe à la fin? En rapport avec notre recherche? Pas forcément, quelque chose que vous avez apprécié, en lien avec l'histoire, si possible, mais même avec les sciences sociales. Alors moi j'adore Walter Scott, c'est pas du tout parce que je suis fan de l'Écosse, j'adore ce qu'il écrivait. Alors est-ce que tu peux rappeler ce qu'écrit Walter Scott? C'était un écrivain écossais, très engagé aussi dans l'indépendance intellectuelle de l'Écosse, fin 18e, début 19e siècle. Il a notamment écrit des romans sur le roi Richard, Cœur de Lion, etc., Ivanhoé, tout ça. Donc c'est des romans qui sont plutôt sympas. Un peu bâclé sur la fin, mais tu sentais qu'il savait plus trop comment terminer. C'est très actuel comme recommandation. C'est vachement sympa. C'est très actuel en plus. Ça alors, on n'a jamais dit que c'est une recommandation actuelle. Non, mais je note. Et Sir Walter Scott étant d'ailleurs à la tête de l'édition majeure principale dont on se sert quand on étudie Sir Tristram. Donc voilà. La boucle est bouclée. J'arrive à boucler la boucle là-dessus. Cycle. Moi j'ai une recommandation plus actuelle mais très très en lien avec mes sujets de recherche, je m'en excuse, mais il y a pour les gens qui voudraient se lancer dans peut-être un petit peu de lecture médiévale accessible, il y a une toute dernière édition qui est parue cette année tout à fait, de Sir Gawain et le Chevalier Vert, qui est un des romans poèmes majeurs du XIVe siècle en Angleterre, très très important, publié par Olivier Simonin, professeur je ne sais plus dans quelle université, mais je le salue quand même, et voilà, et qui permet de rendre un petit peu accessible ce texte à tout le monde. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Juste avant de finir, l'émission étant diffusée en février, est-ce que vous avez plutôt toi Aude, est-ce que tu as des actualités, des événements où on peut te suivre? Voilà, je sais pas, des colloques que tu vas faire, des conférences, des choses comme ça? Je serai à Amiens en avril pour une conférence intitulée Space and Emotion in Medieval Romance. Je me permets de le dire en anglais, mais espace et émotion dans la romance moyenne anglaise, pour parler de Yvain et Gauvin, avec plein de collègues qui parleront de trucs très très chouettes. Et probablement à Toulouse en mai ou en juin, pour parler de Moyen-Âge aussi.
Très bien. J'aime bien, ça fait vraiment, tu sais, annonce de tournée. Ah bah, moi, on... spectacle à Castelnaudary. On me demande des actualités. À Châteauroux. C'est la seule fois de ma vie où je peux faire ça, je le fais. Mais ouais, des actualités, non? Alors vous pouvez me retrouver du mardi au samedi dans un super magasin rue des Carmes à Nancy pour venir faire réparer votre vélo ou en acheter un nouveau. Très bien. Un casque. Alors, au moment où on diffusera l'émission, histoire d'en parler, on ne sait pas encore les événements qu'il y aura sur Nancy. On sait que sur Épinal, il y aura un café-débat, l'avant-dernier de notre série, qui sera sur l'histoire antique, avec pour titre « Police partout, femmes nulle part », qui reviendra justement sur la place des femmes dans la société antique grecque, pour montrer qu'elles avaient un rôle. Voilà. Pierre, un dernier mot d'actualité? Non, histoire d'en parler, continuez à suivre. Là, on se lance dans des productions de contenu en ligne. On va certainement avoir des nouveaux formats sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Donc, suivez Histoire d'en parler sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux et sur notre site internet aussi, des articles en prévision. Moi, j'ai quelques idées d'articles là pour l'année qui vient. Donc, ça va venir. Là, j'ai quelque chose qui va venir sur, je vous l'annonce. Allez, je me lance parce que c'est un peu c'est pas du tout un coming out. Ça sort en février, surtout. Ça serait assez surprenant. Non, sur comparaison entre l'Espagne, la Grèce et le Portugal, 50 ans après la fin de leur dictature, et dire voilà, qu'est-ce qu'il en est, bilan de ces sorties de dictature. C'est un passage un peu étonnant entre deux régimes. Donc voilà, la thématique de l'entre-deux qui va nous intéresser sous peu. Trop hâte. Tout à fait. Merci à vous trois. On se retrouve pour la 7e émission de Code 9 Docteur Courant Mars avec Noémie Michel et Julie Bellotto, doctorante en histoire contemporaine. À bientôt, bisous. Grand merci à Antoine pour le montage et à Pierre pour la régie aujourd'hui. À la prochaine.